sentimental, quoi. Ouais, surtout la résidence principale. Moins le locatif, Et quand pas même. même le locatif. Ah ouais, même le locatif. C'est hyper irrationnel. Ouais, Voilà, c'est je marrant. cherchais le mot. C'est dingue. Finalement, tu investis dans une vie. Alors qu'on fait toujours la différence justement là-dessus. On dit toujours, ouais, les mecs du locatif, bon, c'est moins chiant parce que les acheteurs, ils sont un petit peu moins pénibles à gérer. Et bah même pas. Alors un peu quand même, hein. Nous tu vois, 83% des gens vivent pas leur appart, donc c'est qu'ils Ah ouais, quand même. ils sont un peu Tu fais détachés. à distance, putain. Mais je suis sûr qu'ils préfèrent rogner sur 1% de rendement parce qu'ils voient une belle moulure ou une belle façade. Ok. Et ça, on l'a vérifié. Bon, après, tu te dis, si j'ai un beau bien, je pourrais mieux le vendre. Exactement. On est bon? Et ben on est bon. Est-ce que tu es toujours bon? Toi, tu es bien installé? J'entends très bien. Je suis parfaitement installé. Bon. C'est toi qui commence. Écoute, c'est parti. Ouais. Salut Jean-Baptiste. Salut Martin. Comment tu vas? Très bien, et toi? Super. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui chez nous. Ravi de te revoir après cette petite soirée bivouac. Ouais. Trop cool de t'avoir croisé par surprise dernier cocktail investisseur sur Paris. C'était top. Ouais. Très sympa. Trop cool si vous avez, toi et Guillaume, ton équipe, vous avez profité de la soirée, c'était fait pour. Très bonne soirée. Trop bien. À refaire. Avec grand plaisir. On te renverra l'invitation la prochaine fois et on notifiera la prochaine convention. À moi de t'inviter maintenant. J'attends l'invitation de carte financement pour le prochain cocktail également. Ouais. Super. Bon, alors avant de se lancer et avant que je te demande de te présenter pour nos auditeurs qui te connaissent pas encore, j'ai une petite question pour toi, Jean-Baptiste. Qu'est-ce que tu as prévu de faire quand tu seras à la retraite? Ah, c'est le sujet d'actualité, ça. Ah, en plus, ouais. Pour info, on enregistre cet épisode en mars 2023, plein moment où, ce matin même, le Sénat a accepté, voté pour l'allongement de la durée de la retraite. Écoute, tu vois, je suis très peu ça. Je dis pas que ça m'intéresse pas, bien sûr, c'est important, mais non, je le suis pas trop et je sais pas, j'ai rien prévu du tout. Rien prévu pour la retraite? Non, rien. Et je suis non, rien du tout. Je sais pas si je m'arrêterai avant les 65 maintenant, c'est ça? 64. 64, avant ou après. Voilà, non, j'ai aucun projet en tête, tu vois. Ok. Non, je suis encore jeune quand même. Bien sûr. Mais tu sais, il y en a qui réfléchissent C'est loin. À la sortie du berceau, comment on pense, maintenant on est dans une génération, on pense déjà. Non, trop loin pour moi. On a déjà du mal, nous, dans notre activité, à prévoir ce qui va se passer dans 3 mois. Alors j'ai beaucoup de mal, perso, à me projeter dans 25 ans. Ok. Bon, écoute, moi la réponse est claire. Tu as encore quelques années, un paquet d'années. Ouais, un paquet d'années pour réfléchir. Ça peut encore changer plein de fois. Bien sûr. Mais tu dois t'arrêter vraiment complètement ou non, peut-être tu continuer? Moi j'aime bien mon job. Et donc si je peux le continuer, je continuerai le plus longtemps possible. Et allez, si je dois partir de Paris, parce que je suis à Paris, peut-être vers les montagnes. Peut-être un projet vers les montagnes. Si je dois avoir un projet, ça sera vers les montagnes. Génial. Je suis un fan de ski. Trop bien. Donc sûrement vers Annecy, la Haute-Savoie. Annecy-la-Cluse. Trop cool. Tu prêches un convaincu, tu sais. Fan de montagne chez Bivouac. Et personnellement, grand fan de ski. Trop cool. J'y vais ce week-end d'ailleurs. Ah bah magnifique. Là ça tombe fort. Ça tombe, mais alors il a tombé, ça tombe très fort. Et je crois que malheureusement. Très haut. Très haut, ouais. Il a replu derrière à certaines altitudes là. C'est réchauffement climatique, c'est dérèglement climatique, du moins c'est une réalité quoi. On en parle même dans l'immobilier. Exactement, gros sujet d'actualité également, les rénovations énergétiques. Exactement. Mais avant de se pencher sur tous ces sujets et que tu nous en dises plus sur ton métier, ce que tu fais, je vais te laisser te présenter. Ouais, d'où tu viens, dis-nous tout. Très bien. Donc on a créé d'ailleurs avec mon associé Madi Kedjar Carte Financement en 2009. Et avec un autre associé à l'époque qui nous a quittés depuis. Okay. Et cette société Carte Financement, c'est une société de courtage en crédit qui a eu toujours le côté un petit peu atypique de faire plein de choses que les autres ne font pas. Alors bien sûr, on fait aussi les choses classiques et on a les gens parfois ont tendance à l'oublier, mais on aime bien aussi les projets simples. Mais notre image, c'est ça, c'est les choses un peu plus compliquées. Et donc tu vas retrouver chez nous 3 métiers. Je commence par le plus éloigné peut-être de Bivouac, c'est le financement des entreprises et des professionnels. Okay. Donc je ne vais pas trop m'ébrancher là-dessus. Ouais, c'est une grosse partie d'activité. Ouais. Okay. Donc dedans, on a 4 activités chez l'entreprise et pro. C'est le financement des professionnels de l'immobilier. Donc ce sont les marchands de biens, les promoteurs, les aménageurs, les foncières, les petits fonds d'investissement qui font des opérations court terme ou long terme. Et puis on finance aussi les entrepreneurs qui achètent leur bureau. Donc si Bivouac veut acheter ses bureaux, ils peuvent nous appeler. Et ensuite, on finance beaucoup de commerce, donc les cafés, hôtels, restaurants, essentiellement, grosse partie du business.
Et ensuite, les entreprises hors immobilier, on va sortir de l'immobilier. On finance également les entreprises qui ont des projets de croissance externe, de LBO, OBO, voilà, tout ce jargon un petit peu, tous ces anglicismes, barbares, exactement. Donc ça, c'est une partie de l'activité de carte financement, le financement des entreprises. Et puis une autre partie, c'est le financement des particuliers. Les particuliers qui investissent dans l'immobilier. Et dedans, nous, on distingue deux types de particuliers, qui sont les particuliers résidents comme toi et moi, en France, et qui achètent leur résidence principale, investissement locatif, défiscalisation, ou qui ont des sujets parfois de rachat de prêts, de refinancement de biens, crédit hypothécaire, du crédit sous toutes ses formes, tant qu'il y a de l'immobilier. Et la deuxième typologie de clients qu'on a sont des non-résidents. Donc on a une équipe, c'est important de le préciser, on a une équipe qui est dédiée aux non-résidents chez Carte Financement. Ouais. Et donc on a des gens qui ne traitent que des Français de l'étranger ou des étrangers qui achètent de l'immobilier en France. Et c'est vrai que c'est comme ça que moi je vous avais connu à l'époque. Tu as raison. Vraiment marketé comme et tagué vraiment sur le marché quand on demandait c'est qui l'expert du financement des expatriés. Tout le monde me disait c'est Carte Financement. Alors c'est encore le cas. Ils sont trop forts. On te le dira encore, j'espère. Oui, c'est nos origines. On a commencé par les non. J'ai terminé par les non-résidents, mais en fait c'est nos origines. On a commencé par là. Puisqu'on est l'émanation quand même d'une structure anglaise, des gens qui avaient développé, qui faisaient du courtage en crédit en Angleterre pour les étrangers qui investissent en France. Et puis ils ont créé une société en France avec nous et depuis on a développé cette société. Et moi je les avais croisés en Angleterre, c'était un de mes copains, un copain quand on avait 18 ans. On s'est croisés par hasard parce que je vivais à Londres, je travaillais dans la banque à Londres. Et en sortant de chez moi, je le croise et puis il me raconte ce qu'il fait. Ouais, dans la rue à Londres. Et puis je lui demande ce qu'il fait, et puis il allait au travail juste à côté, au boulot juste à côté de chez moi. Et il me raconte qu'il bosse pour un courtier en crédit anglais qui finance des Anglais et des étrangers qui achètent en France. Et je lui ai dit que j'avais trouvé ça intéressant. On était en pleine crise financière à l'époque. Moi je vais dire un gros mot, je faisais de la titrisation. La titrisation. Et voilà, donc on en a beaucoup entendu parler, plutôt en mal. Ouais. mais ça reste un outil qui est très, très, très utilisé depuis très longtemps. Mais voilà, il y a eu des moments difficiles. Et donc à ce moment-là, je dis écoute, moi ça se passe pas très bien quand même. 2008, la titrisation, c'était pas le grand coup. Ouais, voilà, on était un peu dans la tourmente. Donc j'ai dit écoute, c'est intéressant ce que tu fais, reparlons-en. Et puis si moi je pars un jour à Paris, peut-être je t'appellerai. Enfin voilà, on est resté en contact, on a repris contact. Et je suis parti de Londres, et en partant de Londres, je lui ai fait un mail. Je lui ai dit écoute, je rentre à Paris, j'ai bien aimé notre discussion, vos projets de courtage en crédit. Si vous avez un projet en France, faites appel à moi. Et puis, je crois 8 mois après, même pas un an après, il m'appelle. J'avais un autre job, mais voilà, entre-temps, j'ai trouvé un job. Et puis, il m'appelle et il m'a dit, écoute, on développe un courtier en crédit en France, est-ce que tu veux le faire avec nous? Et donc, on a créé Carte Financement à ce moment-là. Trop bien. Voilà. Donc, le hasard des rencontres, moi, j'étais déjà un petit peu dans la banque, donc un peu marqué déjà par le crédit, puisque je titrisais des crédits. Donc, j'étais un peu dedans, de très loin, et ben, je me suis rapproché, souvent j'ai tendance à dire, j'étais un peu dans la banque, un peu loin de ça, je suis revenu dans l'épicerie de quartier et ça me correspond mieux. Moi j'aime bien plus de contact avec les gens, on est dans le vrai. Voilà. C'est des projets. Des vrais projets, c'est ça qui est génial dans notre métier. Juste des titres que tu assembles exactement. Dans des produits financiers d'une complexité. Ouais, on va pas trop en parler d'ailleurs parce que c'est pas... on peut dire que c'est toi responsable de la crise 2008 quand même pas. J'y comprenais pas encore grand-chose. Ouais, j'ai un peu contribué. Et donc voilà, j'étais déjà un peu dans le crédit, je baignais en crédit. Mais j'étais un petit artisan et j'exécutais ce qu'on me demandait de faire. Tout seul, bien sûr. Mais j'en prends une petite part de responsabilité, mais je ne comprenais pas tout. Et donc on a créé Carte Financement en 2009, avec cette thématique en effet du non-résident. Donc on est toujours très axé sur le non-résident et on apprécie cette clientèle qui a beaucoup besoin de nos services puisqu'ils sont loin. Ils sont aux États-Unis, ils sont au Japon, ils sont en Afrique, ils sont partout dans le monde, au UK, en Suisse. Et comme ils sont loin, c'est plus compliqué pour eux, rien que de joindre une banque, de savoir à qui s'adresser. Et donc on les aide à réaliser leurs projets. Donc que des Français de l'étranger, pour cette partie. Et des étrangers. Et des étrangers. Ouais, les deux. Voilà, ils veulent acheter en France. Exactement. Ok. Voilà, du locatif ou la résidence secondaire essentiellement. Voilà. D'accord. Et bien sûr, donc ça c'était notre origine. Et puis après on s'est développé. On a développé la clientèle locale et où on a toujours été aussi un peu connu pour les choses complexes.
Mais vraiment, j'insiste, hein, on peut faire appel à la carte financement pour trouver le meilleur taux aussi pour sa résidence principale. Ce qui est rassurant, c'est ça. On parle du principe du postulat que si vous savez faire des choses compliquées, vous savez un petit peu plus, le moins. Exactement, c'est très bien dit. Mais donc on nous connaît pour les choses compliquées et c'est vrai qu'on aime bien parce que mon associé Madi et moi, on est comme ça, on aime bien un petit peu peut-être se prendre la tête et réfléchir sur des projets compliqués. Donc on a un peu inculqué ça à nos équipes. C'est un peu l'ADN de cette société. Et donc on finance des gens parfois qui ont des SCI, qui sont détenus par des holdings, où il faut acheter des biens immobiliers, puis il faut refinancer parfois des biens immobiliers, voilà, plein de choses un peu complexes. Mais parfois c'est des choses tout à fait simples, où on fait juste un investissement locatif pour un couple qui veut développer son patrimoine immobilier. Alors toi c'est simple parce que tu en fais à longueur de journée, mais ça reste déjà un beau projet. Et effectivement, tu es capable de faire ça comme des trucs encore plus farfelus. Exactement. Parce qu'il y a des différents types de financement, il y en a toutes les sortes. Il y en a de toutes les couleurs. Ouais. Comme les banques. Ah oui, que des partenaires du coup bancaires français? Majoritairement, on travaille énormément avec les banques françaises et puis ponctuellement avec des banques étrangères. Donc ponctuellement des banques luxembourgeoises, allemandes, suisses et monégasques. Pour une clientèle parfois un petit peu fortunée, qui a des problématiques un peu complexes. Et donc sur la clientèle internationale un peu complexe, sophistiquée, c'est vrai que le Luxembourg est une place qui connaît bien le sujet. Mais en France, nos banques françaises savent faire ça aussi très bien. Et donc voilà, on travaille un petit peu avec les deux. Mais allez, à 90%, voire plus, 95%, ce sont des banques françaises en France. Et donc, je me répète, mais peut-être pas de projet immobilier à l'étranger. Ça peut arriver. Alors ça peut arriver. Alors, on finance essentiellement en France et de temps en temps on a été amené à financer à l'étranger. Alors on connaît mal le marché local, on ne connaît pas le crédit local. Donc principalement on va passer par un crédit en France pour financer un bien à l'étranger. Et pour le faire, dans la plupart des cas, on va prendre une garantie immobilière en France. Ça veut dire que ça impose que notre client ait déjà un bien immobilier. Financé? Non, ça peut être financé ou non. C'est-à-dire que si on prend une garantie sur un bien immobilier en France, on peut aussi bien donc reprendre le crédit existant, le racheter et dégager davantage de cash pour acheter à l'étranger. Parce que la banque va vouloir être ce qu'on appelle en premier rang. C'est-à-dire si le client ne paye pas son crédit, il faudra rembourser la banque qui a prêté. Et donc dans ce cas-là, elle n'aime pas qu'il y ait une autre banque devant elle qui pourrait être remboursée avant elle. Donc c'est pour ça qu'elle va te demander si elle peut rembourser le crédit, donc racheter le crédit en cours et te dégager un peu plus d'argent pour acheter à l'étranger. Attends, ça 2 minutes. Tu as acheté ton appart, je sais pas, à Paris par exemple, il y a 10 ans. Ouais. Tu as remboursé une partie de ton crédit. Je vais te faire un exemple chiffré. Allez, vas-y. Voilà. Donc tu achètes un appartement 500 000 euros, déjà un bel appartement. Et sur cet appartement, tu avais fait un crédit peut-être de 400 000 euros. Et puis, le temps fait que tu as amorti un peu ton crédit, donc il reste peut-être que 200 000 euros. Et donc, tu as un appartement qui s'est valorisé, puisque avec le temps, quand même, les marchés, on va en reparler peut-être tout à l'heure, mais l'immobilier a augmenté quand même, fortement augmenté. Et donc, peut-être que ce bien vaut 600 000 aujourd'hui, et avec un crédit de 200 000. Donc, tu vas aller voir le banquier et tu vas dire j'ai un bien de 600 000 euros et un crédit de 200 000 euros. Est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent pour acheter, je ne sais pas, aux États-Unis, en Angleterre, au Portugal, en Espagne. Et donc souvent, ce qu'on va faire, on va prendre à peu près 70% de la valeur du bien. Donc 70% de 600, combien ça fait? C'est 400. Et donc, très très fort, tu as vu le niveau. Et donc 420 000 euros, et le banquier va dire, je peux vous dégager 420 000 euros, mais avec ces 420 000 euros, je vais rembourser les 200 000 que vous devez à la banque. Et donc il va vous rester 220 000 euros. Et donc avec ces 220 000 euros, vous pourrez acheter un bien au Portugal, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Suisse. D'accord. Voilà. Ouais. Hyper clair, merci. Voilà. Et on a cette demande de temps en temps qu'on peut traiter. Je suis pas allé en Grèce il y a pas longtemps. On a eu des demandes en Grèce. Tu as déjà fait un projet en Grèce? Écoute, on a eu des demandes, je sais plus, je pense qu'on en a fait un en Grèce. Il me semble qu'on en a fait un. Et la Grèce a eu pas mal de vent en poupe, puisqu'il y a eu quand même de très bons prix. En tout cas, ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être de très bons prix. Et impacté après 2008. Très impacté, ouais. Et puis un tourisme quand même vachement développé, donc qui marche bien dans les îles. Tu as quand même beaucoup de touristes, donc du Airbnb, de la location saisonnière qui marche a priori super bien. Et donc des gens qui font du locatif avec de très beaux rendements dans des îles en Grèce. D'accord.
tu as en tête les conditions dans cette. On va peut-être à loin ce projet-là, mais tu as peut-être en tête les conditions de financement pour. Alors, les conditions. En Grèce. Non, j'ai pas les conditions. Enfin, ça n'a rien à voir avec la Grèce, que ce soit en Grèce, en Espagne, au Portugal, j'aurai les mêmes conditions, puisque je te ferai des conditions à la française. Mais souvent, quand même, on va majorer un peu le taux. Nous, comme ça, de tête, souvent, on va te rajouter 0,3, entre 0,3 et 0,5%, on va dire. Ouais, c'est normal parce que, en fait, il faut trouver un banquier qui accepte de financer un projet qui est un petit peu risqué, voilà. un peu plus compliqué à défendre. Exactement. Il faut se rappeler que le métier du banquier principal, voilà, il essaie de te prêter, mais c'est lui limiter son risque au maximum. Et entre acheter un appart en plein centre-ville de Toulouse et acheter une cabane fin fond de Nil en grec qui n'a jamais entendu parler, c'est. Alors lui, son risque, en effet, il faudra motiver, tu as raison. Et là, tu apportes un peu sur un truc intéressant sur quel est l'intérêt du banquier à faire un crédit. Ouais. Et donc, en effet, il va piloter son risque, mais aussi, en France, il y a un truc très particulier, le crédit est un produit d'appel. Et donc, ça veut dire que le banquier, quand il va te faire un crédit, il va espérer que tu deviennes un client et donc un bon client. Et un bon client pour le banquier, c'est un client qui va consommer des produits de la banque, et notamment donc, les produits d'épargne, les produits de paiement, les produits d'assurance. Et là, on ne pourra jamais battre les statistiques. Il se trouve que pour les banques, le client que tu arriveras le mieux à fidéliser, c'est celui que tu accompagnes pour sa résidence principale. Et donc après, quand tu vas voir le banquier avec d'autres projets, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué. Alors après, tu as le secondaire, le locatif, et puis après, dès que tu sors un peu de ça, c'est de plus en plus difficile. Donc voilà, quand on parle de la cabane en Grèce, là, tu en as perdu un paquet, quoi. Ouais. Et donc ils se disent, attends, qu'est-ce que je vais faire avec ce client? Donc il y a aussi cet aspect commercial parfois, qui est un petit peu compliqué à gérer, parce qu'il faut bien entendu que le banquier il a un intérêt commercial à faire le crédit. Voilà. Ouais. Et donc les conditions, si tu veux, sur ce genre de crédit, c'est du crédit à la française, un petit peu plus margé, donc d'environ parfois 0,3, 0,5% en plus. Et si c'est vraiment un projet compliqué, là je vais rentrer un tout petit peu plus dans ce détail, certains banquiers vont faire ce qu'on appelle du crédit hypothécaire non affecté. Donc, donc ce qu'on vient de faire donc ce qu'on vient de faire tout à l'heure, quand tu as un bien de 600 000 euros et que je te prête 420 000 euros, c'est un crédit hypothécaire. J'ai pris une hypothèque sur un bien immobilier. Sur un bien existant, qui n'est pas le bien que tu achètes. Qui n'est pas le bien que tu achètes, voilà, qui est un bien que je possède. Donc, le bien à 600 000 que tu possèdes, j'ai pris une hypothèque et je t'ai fait un crédit. Et donc là, c'est un crédit pour acheter autre chose. Et donc je t'ai fait un crédit et ça s'appelle un crédit hypothécaire. Et ce crédit hypothécaire, dans notre cas, tout à l'heure, il était affecté puisque tu veux acheter une cabane en Grèce. Et donc le banquier va s'assurer que ces fonds partent bien pour l'acquisition de cette cabane en Grèce. Donc il va les décaisser à un avocat, à un notaire, il va s'assurer que les fonds ne soient pas utilisés pour autre chose. Mais il y a des banques qui peuvent t'octroyer un crédit hypothécaire non affecté. Donc ils vont te dire, tu veux 420 000 euros, je vais te les prêter, tu vas rembourser toujours le crédit en cours, il va te rester 220 000 et je te les décaisse sur ton compte en banque et tu fais ce que tu veux avec. Bien sûr en respectant la loi. Et pourquoi c'est parfois plus intéressant, c'est que parfois tu vas avoir un projet en Grèce, en Espagne ou dans un pays étranger, mais tu ne sais pas encore exactement quoi. Et certains pays n'ont pas les mêmes pratiques que nous. Dans certains pays, tu vas signer un compromis et tu devras acheter, tu seras engagé. Et donc il faut quand même être sûr d'avoir le crédit. Donc certains clients vont d'abord obtenir le crédit hypothécaire en ayant les fonds sur leur compte en banque pour ensuite aller à l'étranger et acheter un bien. Et ça, c'est un crédit hypothécaire non affecté puisqu'il n'est pas affecté à l'acquisition d'un bien. Ok, voilà. Génial. Bon, je vais bientôt voir. Si tu veux. Parfait. On en reparle avec plaisir. Ouais, on a des prix en plus. Ouais, il y a de très bons prix, ouais. J'ai vu ça. Et puis c'est sympa. Et c'est sympa, tu peux en profiter aussi. Tu peux louer et en profiter de temps en temps pour les vacances. Exactement. J'ai trop de questions là. On t'a parcouru, tu as ouvert la porte à plein de discussions. Ouais. Je propose qu'on y revienne juste après parce que hyper vite, moi j'ai envie de savoir, mais avant Jean-Baptiste qui donnait des crédits à des acquéreurs grecs ou français ou espagnols, je ne sais quoi. Avant même Jean-Baptiste qui travaillait sur la titrisation de produits financiers. Comment t'es arrivé là-dedans? Écoute, c'est une succession de hasards. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Quand je suis ingénieur, j'ai travaillé dans l'électricité, dans le BTP. Okay. Toujours un peu d'immobilier quand même. Donc, tu vois, le SME Sudria. Voilà. Et donc, c'est une école. Donc, je suis sorti d'école en 2004. Et mon premier projet, quand je suis sorti d'école, j'ai travaillé sur le centre de design de PSA. Okay. Et je m'occupais de l'installation électrique du centre de design de PSA.
Et ça, c'est mon premier projet. Et je l'ai fait en tant que consultant. Je travaillais pour une société de consultants. Et puis une fois que j'ai terminé ce projet, je suis revenu au bureau et puis je me suis posé pas mal de questions et j'ai repris mes études. Et je suis allé à la Sorbonne, à l'IAE de Paris, faire un master de finance. Je suis tombé dans la banque suite à ce master de finance. Et j'ai travaillé donc chez Calion à l'époque, qui s'appelle maintenant Crédit Agricole Investment Banking. Et ensuite j'ai travaillé chez Natixis, qui s'appelle X6 d'ailleurs. J'ai travaillé chez X6 à l'époque, qui s'appelle maintenant Natixis. Voilà. Donc d'ingénieur dans le BTP qui fait l'électricité, je me suis retrouvé dans la banque. Ouais, c'est marrant parce que du coup moi je suis pas passé par la case banque, mais je suis comme toi ingénieur de base et alors j'ai fait aussi l'école de commerce en passage. On a suivi un peu le même parcours. Alors moi j'étais pas dans l'électricité, mais si jamais un jour tu vas au grand stade de nous, un projet qui est sorti derrière. J'y suis allé. Ouais, j'y suis allé. Et bah écoute, si t'es allé pisser pendant le match, et la prochaine fois que tu retournes plutôt, que tu iras pisser, tu penseras à moi parce que moi je suis responsable de l'implantation des 16 000 sanitaires sur le stade. Voilà. Donc, écoute, si on parle d'anecdotes comme ça, si tu veux, parce que je t'ai parlé du centre de design de PSA, mais j'ai aussi fait en stage toujours de l'électricité. Alors j'ai fait un truc, je te souhaite pas d'y aller, parce que je me suis occupé de toute la partie, ce qu'on appelle courant faible. Donc le courant faible, c'est ce qu'on utilise là, c'est les micros, c'est tout ce qui est son, micro, ça, d'une chambre du tribunal de Paris. Et donc je te souhaite de ne pas aller à cet endroit. C'est jamais très agréable. Jamais voir ça. Voilà, a priori ça marche. Mais je te souhaite pas de le tester. Trop bien. Ok, d'accord. Bon, bah, moi, toi, tu avais eu la chance d'aller visiter les lieux. C'était magnifique, très joli. Je te souhaite également de jamais y d'accord, ok. Donc, ingénieur d'électricité, tu te retrouves dans la banque et au détour d'un trottoir. Exactement. Tu te dis, mais je vais créer une activité, je vais me lancer dans une activité de courtage en financement. En fait, j'ai saisi une multitude d'opportunités au final. Et la vie est faite d'opportunités. Et c'est vrai. Voilà. Et moi, j'aime bien, en fait, je pense, j'aime bien ce petit côté peut-être entrepreneur finalement. Et j'aime bien me lancer dans des projets. Et quand on m'en propose, ça m'intéresse. Je suis curieux. Et donc, je ne ferme pas la porte aux projets qu'on pourrait me proposer. C'était à refaire, tu vas en faire? Et vraiment, je suis très content de ce parcours. C'est un parcours un peu atypique, mais j'en suis ravi. Avec de belles rencontres, avec mon associé actuel maintenant, Madi, que j'ai rencontré, puisque mon associé actuel, c'était mon stagiaire au début. D'accord. Donc voilà, quand on a commencé avec Madi, il nous a rejoint en tant que stagiaire, mais il s'est avéré que très vite, Madi, il était aussi bon, voire meilleur que moi. Et donc très vite, on s'est bien entendu et c'est devenu mon associé. Et c'est un peu l'homme de l'ombre. Je suis là devant toi et je parle et tout, mais en fait, le mec, c'est Madi. Le mec brillant derrière tout ça, c'est Madi. Voilà. Et ça, voilà, on est ensemble maintenant dans cette aventure depuis 2009. On ne se connaissait pas avant. Et on s'entend super bien et on est très content d'avoir fait ça ensemble. Trop cool, trop cool. C'est un bel exemple de complémentarité. Exactement. Recruter que des gens meilleurs que soi, c'est l'ambition. Et deux, si possible aussi recruter des gens qui se complètent, qui peuvent apporter. On parle d'association encore plus, recruter des gens qui n'ont pas forcément le même attrait pour le même goût peut-être que toi t'adores parler dans les podcasts. Exactement. Moi je suis beaucoup plus. Exactement. Tu as des banquiers toute la journée. Tu as tout compris. Moi j'aime bien parler, j'aime bien échanger, j'aime bien rencontrer du monde. Et pour ça que tu as quitté le secteur de l'électricité. Peut-être. Non, j'ai quitté l'électricité parce que pour le coup, je suis un faux ingénieur. Je suis pas du tout bon avec mes mains. Je comprends pas très bien tout ça. Bon chiffre, et ouais, je t'ai impressionné là. Le 6x7 42, il t'a. Tu sais, je pense que ça c'est parce que je fais les devoirs de mes enfants. T'as la chance, t'as ouais, je revois les divisions. Oh là, exactement. Attention. Et donc voilà, donc c'est une belle aventure que je referai avec avec grand plaisir. Pas de problème, je t'es bon là, tu vas loin là. Donc 300. Bien joué. C'est une question d'entretien. Ah d'accord. Mais on n'attend pas du tout la bonne réponse, c'est plus pour voir la façon dont tu réagis en fait. Parce qu'on a bien pris conscience que les Français ont été pas fâchés avec les maths, mais au bout d'un moment, comme c'est normal, on a des calculettes de partout maintenant. Ouais, c'est vrai, dans ta raison. Tu fais plus l'effort. Ah, c'est terrible. Moi, mes grands-parents, ils sont incroyables en calcul de tête parce qu'ils
ne savent pas utiliser C'est vrai. une calculette ni un iPhone. C'est une catastrophe. Je suis toujours sur l'iPhone pour faire la moindre addition et soustraction. C'est une cata. Les prix au mètre carré, on les calcule même plus avec une calculette, c'est tout automatisé dans la base, donc on se fait plus chier. Mais du coup, j'aime bien poser cette question en entretien parce que tu vois la façon dont. C'est bon. En face tu vas passer. Oh la main. Oh putain. Bravo. Bon, alors, pour terminer sur carte financement, c'est quoi la. Vous avez une vision, c'est quoi l'ambition sur cette entreprise, où est-ce que vous voulez l'amener? Ouais, alors déjà où on en est aujourd'hui. On commence par là. Ouais, donc aujourd'hui on est un petit acteur encore, puisqu'on finance à peu près 400 millions dans l'année dernière. Et les très gros acteurs, les gros acteurs nationaux que je ne vais pas citer quand même, mais que les gens connaissent, financent plusieurs milliards. Donc nous on reste un plus petit acteur, mais avec toujours cet atypisme. Voilà, on est un peu atypique. Et donc cette société, on aimerait l'emmener le plus loin possible, tout en gardant quand même cet ADN. Les projets de développement, c'est quoi? Les plus récents, donc c'est l'informatique, je t'en parlais en arrivant. Donc on revient un petit peu vers l'ingénierie. D'ailleurs dans la banque, je faisais un peu d'informatique, je faisais des modèles VBA, tout ça. Donc je suis reparti un petit peu dans l'informatique. Donc Carte Financement développe ses propres outils. Et donc le développement de nos propres outils, pourquoi? Parce qu'on a donc un métier tout à fait classique, mais des méthodes un peu particulières. Et donc on voulait avoir des outils adaptés à nos besoins, à nos méthodes. Et puis on ouvre ces outils en marque blanche. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés, notamment, je donne un exemple, des sociétés de gestion de patrimoine qui ont des clients qui les interrogent pour placer leur argent, et parfois ils ont besoin de crédit pour réaliser des projets d'investissement. Et donc ces gestionnaires de patrimoine, en interne, veulent eux-mêmes proposer ce service à leurs clients. Et donc nous, on propose à ces cabinets de gestion de patrimoine d'utiliser notre plateforme, nos services, notre savoir-faire et nos partenaires bancaires pour apporter ce service à leurs clients. Et pour ça, on met cette plateforme à leur couleur. Et donc ils utilisent la plateforme, la même que nous au quotidien, mais avec leur logo, avec leur couleur, le même workflow que nous. On leur ouvre nos partenaires bancaires. Ils ont leur documentation juridique qui est gérée par nos avocats et qui est validée. Et ils l'utilisent aussi à leur couleur. Et donc ils sont accompagnés par un courtier chez Carte Financement pour les former et les aider. Trop bien. Ah ouais. Donc du coup, je suis gestionnaire de patrimoine. Je peux me rajouter une casquette aussi, courtier en crédit immobilier. Mais j'ai quand même besoin de. En plus de prendre ta solution, la plateforme, j'ai besoin d'une accréditation. Oui, exactement. Donc, notre métier il est assez réglementé depuis 2012. Et donc, on est, nous, COBSP, donc courtier en opération de banque et en service de paiement. Et ça, c'est en dessous de l'IOBSP. Donc, il y a l'IOBSP, c'est l'intermédiaire en opération de banque et service de paiement, qui a été décliné en plusieurs typologies. Et donc, nous, on est COBSP. Et il y a des MIOBSP. Donc, il y a des mandataires d'intermédiaires en opération de banque et services de paiement. Okay. Et donc, les mandataires, ce sont donc les mandataires de carte financement, ce sont ces gestionnaires de patrimoine. Donc, ces gens-là doivent faire cette démarche auprès de l'ORIAS pour s'enregistrer. Donc, l'ORIAS, c'est un peu un répertoire qui enregistre tous les courtiers et tous les mandataires et tous les intermédiaires. Et donc, ces gens, ces gestionnaires de patrimoine, doivent s'enregistrer auprès de l'ORIAS. Et donc, pour pouvoir s'enregistrer, il y a quelques contraintes. Il faut avoir soit le diplôme, l'expérience professionnelle ou faire des formations. Et une fois qu'ils ont cette accréditation, en effet, ils peuvent devenir MIOBSP de carte financement et utiliser tous nos services. Et vous proposez des crédits, quoi. Et proposer des crédits. Voilà. Et c'est eux qui font les dossiers de crédit et c'est eux qui donc, ont souvent une personne en interne qui monte les dossiers et qui les négocie avec les banques. Ok. Voilà. Génial. Donc ça, c'est un... Parlons-en. Ah ouais, on en parle. Parlons-en, avec grand plaisir. Et donc ça, c'est un vrai projet de développement qu'on a commencé l'année dernière. Et on met vraiment, on a beaucoup d'ambition là-dessus pour aider. Donc, on travaille avec beaucoup de gestionnaires de patrimoine. On a toujours beaucoup travaillé avec cet environnement-là. Et donc, on leur propose maintenant ce service pour qu'ils apportent encore plus de services, on va dire, maison à leurs clients. Et donc ça, c'est un gros projet. Et puis, dans les autres projets qu'on a, on a développé une activité pour les institutionnels, donc les petits institutionnels. Donc, on a une personne qui nous a rejoint, qui nous aide pour financer les professionnels de l'immobilier qui sont déjà d'une certaine taille, souvent des petits fonds d'investissement, des foncières, et qui eux font appel au financement aussi pour acheter et pour investir, et donc font appel aux services de conseil.
Et donc on a une activité donc, de conseil en financement immobilier dédiée à ces personnes-là, à ces gens-là. Et c'est souvent des dossiers à partir de 10, allez, de 20-30 millions d'euros. Ok. Et donc c'est des gros projets. Ouais. Donc nous on intervient sur les petits projets des gros projets. On est plutôt sur entre 20 et 50 millions. Et pourquoi pas plus tard aller au-delà. Mais pour l'instant déjà il y a beaucoup à faire sur cette catégorie de clients. Trop bien. Trop bien. Voilà les grands projets de développement. Hyper excitant. Génial. C'est pas un courtier comme les autres, vous faites finalement beaucoup plus. On essaye de finalement répliquer tous les métiers que font les banques, puisque la banque fait aussi bien l'accompagnement du particulier qui veut acheter un appartement ou un locatif ou une résidence principale, mais elle finance aussi les entreprises et elle finance aussi les institutionnels. Et donc on a, nous, comme ambition de réussir à internaliser aussi chez nous tous ces métiers pour tous ces mêmes clients que peuvent recevoir les banques. Trop intéressant. J'ai envie de revenir un peu sur le crédit. Oui. Tu as ouvert la porte à un peu la philosophie même du monde bancaire. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut avoir compris si moi je suis un particulier, je veux acheter un appart, peut-être ma résidence principale ou un investissement locatif, tu pourrais peut-être aller plus dans le détail. Toi, c'est ton quotidien, donc c'est quoi les grands... Je peux te donner quelques tips. Ouais, c'est quoi les 5 tips qu'il faut savoir absolument. Bien sûr. J'aime bien parce que nous aussi on s'efforce d'éduquer au maximum tous les potentiels investisseurs qui viennent nous voir sur ce marché du crédit. En fait, il faut avoir compris que voilà, tu as raison. Le crédit immobilier, c'est un produit d'appel. Là, je te laisse parce que tu es sur moi. Ouais, bien sûr. Tu as dit la chose la plus importante en fait. C'est ça. Et donc, en effet, le crédit en France, c'est un produit d'appel. Et il y a un truc très important, je pense, quel que soit le secteur, que ce soit du crédit, de l'immobilier ou autre, quand on veut négocier, c'est important de savoir qui on a en face de soi. Et donc, c'est très important de comprendre, quand on va voir son banquier, c'est très important de comprendre quel est l'intérêt du banquier. Et donc, pour bien négocier avec son banquier, il faut comprendre ce que lui attend. Et aujourd'hui, tu l'as dit, le crédit en France, c'est un produit d'appel. Ça veut dire quoi? Le banquier fait un crédit au particulier pour réussir à le fidéliser, faire en sorte qu'il devienne client de la banque, pour qu'ensuite, il consomme d'autres produits. Et donc ça, c'est important parce que s'il sent que le client il est un peu volatile et qu'il a plein de banques, par exemple, s'il voit que tu as déjà 3-4 banques, s'il voit que... alors, ils n'aiment pas les banques en ligne, par exemple. Parce qu'ils ont peur que... mais qui est une très bonne banque. Ils ont un super outil, d'ailleurs, un très bel outil. C'est un très très bel outil. Mais le banquier, donc on va dire de réseau physique, et quand il voit ça, il est un peu embêté. Parce qu'il se dit, mince, là c'est un client qui va être très attentif sur les frais, et donc il va peut-être un petit peu m'embêter sur le prix de la carte, le prix de l'assurance et tout ça. Et donc il y a plein de petits tips comme ça, mais c'est le premier, c'est vraiment comprendre que le crédit est un produit d'appel. Et une fois que tu sais ça, nous, on sait un truc en plus de toi et on sait un truc en plus du particulier, c'est que nous, on reçoit les grilles des banques, les grilles de taux. Donc nous, toute la journée, on reçoit des grilles de taux, puis on négocie toute la journée avec les banques. Et donc, on sait ce qu'ils ont dans la main quand même. On se parle, on se connaît. Donc, le banquier, quand il me propose un taux, quand je lui demande un taux, je sais un petit peu ce qu'il a et ce qu'il peut proposer. Et donc ça, c'est une chose assez forte qu'a le courtier, c'est qu'il a un petit temps d'avance quand même. Il peut mieux négocier puisqu'il connaît déjà un petit peu le jeu du banquier. Et puis ensuite les choses importantes, alors beaucoup de personnes, non c'est pas bien, pas beaucoup, quelques personnes parfois veulent cacher quelques trucs. Nous on le déconseille fortement, bien entendu, on est professionnels, on fait très attention à ça. C'est une grave erreur. Il y en a plein qui disent non, il n'a pas besoin de ce document, il n'a pas besoin de savoir ça. C'est grave parce qu'aujourd'hui le banquier, ce qu'il veut, c'est vraiment voilà, et là tu as dit un autre mot très important, la confiance. Il veut une relation de confiance, il veut te connaître avant de te prêter de l'argent, il veut savoir absolument à qui il a affaire. Alors les Anglais ils parlent de KYC, Know Your Customer, et on l'utilise maintenant, ce KYC, on l'utilise aussi en français. Et donc il veut savoir exactement à qui il a affaire, donc il veut tout savoir sur toi. Et tu as dit un mot, confiance, et moi j'utilise ce mot parce que c'est mon associé Madi dont je te parlais qui m'a appris ça. Et il m'a appris que l'étymologie du mot crédit c'était crédère, et crédère c'est la confiance. Voilà. Et donc tu vois, le crédit, crédère, c'est la confiance. Et donc si tu vas voir un nouveau banquier que tu ne connais pas et qui ne te connaît pas, que tu es un prospect, il faut nouer cette relation de confiance. Et donc il faut tout lui dire et lui expliquer. Et c'est là encore où je trouve que notre rôle il est important, c'est que on va réussir à l'expliquer correctement. On va dire les choses comme il faut. Parce que là, tu peux avoir le même dossier mal expliqué, peut être refusé par un banquier et accepté par le même banquier.
Voilà. Donc ça, c'est notre job, c'est de bien expliquer une situation. Et donc, il ne faut rien cacher. Très important. Trop bien. Voilà. Et puis ensuite, un petit peu, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre sur le banquier. Comment si moi demain je veux acheter ma résidence principale, comment ça marche dans les grandes lignes, parce qu'il y a bien sûr sur ce marché du crédit, ce que j'ai aussi coutume de dire, ce que je comprends, tu me contrediras peut-être ou pas, c'est qu'il n'y a pas de règles bien, enfin, il y a certaines généralités que tu peux faire, mais nous on le voit bien, il y a certains clients qui arrivent avec une situation et tu sais pas toujours, moi je n'ai toujours pas compris pourquoi tout le temps. Même si maintenant on commence à en déceler quand même certaines caractéristiques récurrentes, il y en a qui arrivent à avoir des crédits à des conditions qui sont totalement hors marché, d'autres à qui on refuse le crédit, peut-être parce que comme tu l'as dit, le dossier n'est pas bien présenté, ils n'ont pas su en fait aussi présenter correctement le projet, se mettre en avant et comprendre aussi l'intérêt du banquier. Non, quand je dis qu'il n'y a pas de règles, c'est pas vrai. Il y a des grandes règles, mais il y a quelques grands principes. Voilà, il y a des grands principes qui sont là pour le coup plutôt communément respectés et quand même parfois des exceptions. Bien sûr, il y a toujours des dérogations. Il y a des règles et on déroge parfois à la règle. Et donc, si tu as un projet d'acquisition résidence principale, le plus important que ce soit résidence principale, même investissement locatif ou autre, tu as un projet immobilier, le plus important, je trouve, c'est de bien valider ton budget en amont. C'est-à-dire, c'est dommage, nous, de temps en temps, des clients viennent nous voir et je trouve ça étrange parce que certains vont commencer des projets sans savoir vraiment exactement ou en pensant savoir, mais sans s'être bien renseignés sur combien ils peuvent emprunter. Et donc, c'est dommage parce qu'ils vont se lancer dans un projet, faire des offres et puis on va se retrouver avec des dossiers qui ne sont pas finançables ou pas à hauteur de ce qu'espérait le client. Donc, nous, ce qu'on recommande fortement à nos clients et aux gens de manière générale, c'est aller interroger les courtiers et les banquiers en amont de vos projets. Avant de commencer à chercher, sachez combien vous pouvez emprunter. Et ça, c'est notre job, c'est de faire cette étude de faisabilité. Donc c'est le premier truc qu'on fait, c'est une étude de faisabilité avec le client. Donc il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est un rendez-vous ou un coup de fil. Et ce rendez-vous ou ce coup de fil, alors c'est souvent un coup de fil pour commencer, il prend d'abord 15-20 minutes. En 10-15-20 minutes, déjà le but est de savoir s'il n'y a pas un problème ou quelque chose qui fait que le projet est impossible. Et donc là, on a quelques grandes questions et on échange rapidement pour bien comprendre la situation. Et si on estime que le projet est réaliste, et là, on lance un projet, une étude de faisabilité et on utilise justement cet outil en ligne qu'on développe, notre outil, qu'on met à disposition de notre client. Donc on ouvre un dossier en ligne à notre client et notre client va pouvoir répondre à un tas de questions en ligne, tout est automatisé, des questions qui s'adaptent un peu à cette situation. Tu vois, on parlait de non-résident et de résident, je n'ai pas posé la même question à non-résident et à résident. C'est pas pareil. Et donc une fois qu'il a rempli tout ça, nous on pourra lui dire avec une fiabilité assez importante combien il peut emprunter et à quel prix. Alors le à quel prix aujourd'hui c'est plus compliqué parce que les taux, tu le sais, ils ont augmenté et ils ont augmenté assez vite. A priori ils vont continuer et puis ça change vite, beaucoup plus vite qu'avant et donc parfois une enveloppe qu'on va donner aujourd'hui, ça ne sera pas la bonne dans un mois. Et donc c'est vrai que ce qui est important c'est d'avoir une idée de ce qu'on peut emprunter. Et puis une fois qu'on a trouvé, c'est de revenir valider cette étude de faisabilité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc très important dans un projet, c'est quand même cette pré-étude. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs tous nos investisseurs bivouac dans cette phase, cette première phase d'accompagnement où on les conseille sur leur projet. On leur dit allez voir un courtier, allez voir un banquier pour avoir une idée de l'enveloppe qui est la vôtre à l'heure actuelle pour faire un projet locatif. Qui est souvent différente de, même si tu allais voir un banquier un mois pour un projet de résidence principale, ça ne va pas être le même budget. Donc on t'incite, on t'oblige même à aller obtenir une simulation, une lettre de confort d'un banquier ou d'un courtier. On te donne des contacts pour ce faire quand tu n'as personne. Et après, une fois qu'on a trouvé le projet, juste au moment où on lance les recherches, on refait aussi un deuxième point parce que ça peut changer comme tu dis. Exactement, en ce moment ça change très vite. Et donc ça, tu avais parfaitement raison de faire ça, c'est primordial. Et puis une fois qu'on a fait ça et que le client, ou toi si tu veux acheter ta résidence principale, tu as fait cette première étude, tu as trouvé ton bien immobilier et là tu peux venir nous revoir pour valider ça et valider aussi parfois la condition suspensive d'obtention d'un financement. Puisque très souvent quand même aujourd'hui, quand tu signes un compromis,
tu vas mettre une condition suspensive d'obtention d'un financement pour faire cette acquisition. Et donc là, on va valider avec toi les critères à mettre dans cette condition suspensive. Moi, je trouve qu'il ne faut pas utiliser cette condition en mettant des taux irréalistes trop bas. Je ne pense pas que cette condition suspensive de financement soit utile, doivent exister pour sortir d'un projet parce que je n'ai pas eu le meilleur taux ou je n'ai pas eu le taux à 0,10 près que je voulais. Je pense que cette clause elle est très importante, mais surtout pour calibrer quand même le montant de ce que je peux emprunter. Et bien entendu, quand même, s'il y a un écart de taux significatif avec un coût de peut-être 0,5 de différence. Et là, en effet, ça peut remettre le projet en question. Remettre le projet en question, parce que Voilà. les mêmes mensualités. Exactement. Voilà, etc. Mais 0,10, oui. c'est pas trop l'enjeu. Et puis voilà, c'est pas la part d'heure, mais en fin de compte, le taux, c'est pas trop. C'est ce que tout le monde regarde. Comme le rendement brut par exemple quand on choisit un investissement. C'est vrai, tu as raison. Il y a beaucoup d'autres choses, tu as parfaitement raison. Sur lesquelles il faut porter son attention. Ouais, tu as raison. On parle beaucoup du taux du crédit, on parle beaucoup aussi du TAEG. Donc on a beaucoup parlé de ça. Ce fameux TAEG en fait englobe tous les différents frais liés au crédit. Et dedans, il y a un poste très important, on en a beaucoup parlé ces dernières années, c'est l'assurance. Voilà. Ouais. Donc l'assurance fait partie en effet de ces fameux produits aussi que proposent les banques. Et l'objectif est peut-être de baisser parfois le coût de cette assurance. Et donc, on propose à nos clients parfois de négocier cette assurance avec des assureurs, pas forcément les banques, qui pourront proposer parfois des prix moins élevés. Voilà. Donc en effet, l'assurance est le poste le plus important, le coût le plus important dans le crédit après le fameux taux du crédit. Donc le taux reste important, mais en effet, tu as raison, il faut quand même regarder ce qu'il y a autour. Donc il y a l'assurance, les frais de dossier de la banque, les frais du courtier, bien entendu, il y a nos frais, on est payé. Et si on travaille gratuitement. Voilà. Exactement. Ou alors si tu travailles gratuitement, c'est que tu te rémunères ailleurs. Exactement. Et on le dit à nos clients. Alors justement, je disais tout à l'heure qu'on est réglementé. Et donc cette réglementation m'impose de dire à mon client combien je suis payé par les banques et quelle banque me paye combien. Quand je remets des simulations, des propositions à mon client, des offres, je lui dis combien je suis payé. Voilà. Donc il y a une parfaite transparence et qui est très bien en fait. Qui est très bien parce que on est quand même là pour défendre les intérêts de nos clients. Si des mandats, ils nous mandatent pour leur trouver des financements, je trouve que c'est important qu'ils sachent où sont nos intérêts. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça et même je trouve ça très très bien. Je suis favorable à ça. Ouais, et puis en fait, tu t'en fous de payer X milliers d'euros pour un service si jamais il te permet d'obtenir des meilleurs. Si j'ai mieux, voilà. Donc le but, c'est d'avoir le coût le plus faible à la fin. Voilà, il faut faire tout calcul fait, je veux dire. Exactement. C'est une fois, quand tu as fait le bilan de tout, si tu as obtenu une meilleure négociation sur ton taux, ton taux de crédit, ton taux d'assurance et ou toutes les autres conditions que tu n'as pas en tête quand tu commences un projet IMO. Exactement. En fait, tu es gagnant et tu es très content d'avoir payé justement ces milliers d'euros. Voilà. Et donc dedans, il y a plein d'autres frais. Les frais de garantie notamment. Donc on appelle ça alors à tort les frais de notaire. Il y a plein de postes là-dessus sur les fameux frais de notaire qui en fait ne sont pas des frais perçus par le notaire. C'est un collecteur de l'impôt. Et donc une grande partie sont des taxes. Et donc ces fameux frais de notaire représentent quand même une partie importante du projet. Et dedans aussi, quand le banquier va vous financer, va vous faire un crédit immobilier, il y a les frais de notaire, mais il y a aussi des frais de garantie. Alors les frais de notaire ne sont pas dans le crédit, mais les frais de garantie. Donc les frais de garantie, c'est quoi? C'est quand je te fais un crédit immobilier, je prends une garantie sur le bien immobilier. Et donc ces fameux frais de garantie, c'est soit un privilège de prêter donné, une hypothèque, ou une caution type Crédit Logement, SACEF, Camcab, Red Habitat, voilà, toutes les banques il y a des sociétés de cautionnement. Voilà. Et donc ces garanties, qui sont soit enregistrées chez le notaire, par le notaire, ou facturées par la société de cautionnement, rentrent dans le crédit. Alors, je m'en mêlais tout à l'heure, mais les frais de notaire, oui, ils ne sont pas dans le crédit, ils ne sont pas dans le TAG, mais les frais de garantie sont dans le TAG. Ouais. Voilà. Et donc ces fameux frais de garantie peuvent être chers, puisque ces frais de garantie représentent environ 1% quand même parfois de ce qu'on finance. Et donc quand même, quand on commence à faire des crédits de 500 000 euros, 1 million d'euros, ça peut représenter 5 000, 10 000 euros. Et donc c'est pas négligeable. Et ça, c'est souvent, c'est quasiment toujours aujourd'hui, mis dans l'apport du client. Donc en effet, dans ce fameux TOG, tu auras, donc, je récapitule parce que je n'étais pas très clair, le taux du crédit, le taux d'assurance, les frais de garantie, les frais de la banque. Tous les coûts liés au crédit. Voilà, tous les coûts liés au crédit. Okay. Très clair. Et alors, on enregistre en premier trimestre 2023. Pour l'investissement locatif, nous, on a constaté quand même un grand changement sur ce marché du crédit. Entre le temps où on s'est lancé en 2017 et aujourd'hui, près de 6 ans plus tard. Voilà. Avant, on
les banques finançaient plus que 110%. On mettait vraiment littéralement les frais de dossier. On mettait tout. On mettait, non mais je veux dire, on sortait de sa poche, allez, 1200 € C'est pour un vrai. crédit de 200 000. On parlait de financement. Voilà, si on avait les loyers qui couvraient l'emprunt ou totalité ou même plus que l'emprunt, on arrivait à faire passer pas mal de projets. En effet. Dis-nous ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, c'était une belle époque ça. C'était une belle époque où en effet on pouvait investir sans mettre 1 euro quasiment. Et les banquiers finançaient la totalité donc, du bien immobilier et des frais. Donc ce qu'on appelle le financement chez nous, hein, dans déjà moins 110%, puisque tous ces frais représentent à peu près souvent 10% de l'acquisition. Et ça, c'est une époque un peu révolue. Et c'est une époque révolue parce qu'il y a eu plein de choses qui sont passées, notamment il y a eu le HCSF. Tu as dû entendre parler de ça. Bien sûr. Ouais. Le Haut Conseil, le Haut Conseil de la stabilité financière. Et donc ce HCSF, c'était une préconisation au début. Donc il y a eu des préconisations du HCSF. Et ces préconisations, c'était quoi avant 2022? C'était attention au taux d'endettement, pas plus de 35%. Et puis attention, plus de prêts à 110% justement, il faut absolument que les gens mettent un peu d'apport. Donc faites 100% max. Et puis attention à la durée, pas plus de 25 ans. Donc il y a eu ces recommandations qui ont été plus ou moins suivies. Et donc en 2022, ils ont dit stop, maintenant on va légiférer. Voilà. Donc en janvier 2022, ils ont légiféré et donc c'est rentré dans le code monétaire et financier. Et aujourd'hui, en effet, ce HCSF est assez contraignant puisque le fameux taux d'endettement de 35% doit être respecté. Hein, c'est une règle maintenant, une loi. Et donc tout le monde y est soumis. C'est-à-dire aussi bien le particulier qui gagne 2 000 € par mois que celui qui gagne 10 000 € par mois. Donc tout le monde est logé à la même enseigne. Même les SCI. Et alors c'est une très bonne question puisque tout le monde ne la traite pas exactement pareil. Toutes les banques, tu veux dire, voilà. Alors c'est vrai, il y a oui, exactement. Là il y a un tout petit flou, c'est ce que tu énonçais tout à l'heure. C'est-à-dire tu dis c'est bizarre, parfois on voit des gens qui y arrivent, d'autres qui n'y arrivent pas. Pas mal de banques ont considéré que la SCI pour l'acquisition du locatif, donc qu'elle soit l'IR ou l'IS hein, d'ailleurs, ça rentre pour eux dans le code de la consommation. Donc on fait un crédit immobilier au particulier, c'est exactement la même chose. Donc on le rentre dans le HCSF. Et d'autres vont estimer que ça va être un prêt fait à une personne morale professionnelle. Et donc il ne rentre pas dans ce fameux HCSF et ça ne rentre pas dans le code de la consommation. Donc il y a parfois des petits écarts d'interprétation. Et donc certaines banques ou certains départements de banques vont traiter le sujet différemment. C'est pour ça qu'on a vu personnellement revenir arriver, parce que j'avais vu tout ça, financement par des SC. Oui, des sociétés civiles, ouais. Alors, la SCI est une ESC, hein, c'est une société civile. Donc parfois certaines personnes utilisent la société civile pour faire autre chose que de l'immobilier, puisqu'ils n'ont pas que de l'immobilier. Et donc ils peuvent faire de l'immobilier, mais ils peuvent tout à fait aussi souscrire un contrat d'assurance vie. Donc la société civile souscrit un contrat d'assurance vie et achète de l'immobilier. Voilà, une SCI, c'est une société civile dédiée à l'immobilier. Un projet immobilier. On ne peut pas y mettre des actions d'une Exactement. Autres qui vendraient des pots de fleurs, par exemple. Voilà. Une SC, à l'inverse, on peut détenir ce qu'on appelle des valeurs mobilières, à l'inverse d'immobilières, donc des actions d'une autre entreprise, un contrat d'assurance vie, comme tu dis, voilà. Et c'est là où on parle de différentes banques qui ont chacune aussi leur interprétation des textes de loi, de la réglementation en vigueur. Effectivement, tu dis, je te rejoins, il y a parfois un petit flou parce que pour certaines banques, on finance selon les conditions du HCSF, même des projets en SCI, on les fait respecter, mais pour les projets en SC, ça passe. Et donc on est sur d'autres modes de calcul, d'autres réglementations. Et du coup, on a vu revenir le financement en SC, c'est pour ça que j'en parle. Alors en effet, normalement, ce fameux HCSF, il est dans le cadre du crédit immobilier aux consommateurs protégé par le code de consommation, le crédit immobilier aux consommateurs protégé, voilà. Et pour un objet résidentiel, donc ça c'est clairement marqué dans le HCSF. Donc si tu achètes toi personnellement un commerce, des murs de commerce par exemple en personne physique, tu ne seras pas soumis normalement au HCSF puisque ce sont des murs de commerce, même si tu peux faire l'investissement locatif en achetant des murs de commerce. Et la SCI est parfois, suivant certaines banques comme je te disais, perçue comme une personne morale professionnelle. Et donc, ils ne font pas un crédit aux particuliers dans le cadre du code de la consommation, mais ils font un crédit professionnel, qui est d'ailleurs plus cher. Alors, ça l'avantage, c'est qu'on sort de ce problème de HCSF. On a moins de contraintes, mais on paye plus cher. Là, je vais te faire peur avec des taux effrayants. Mais ça reste toujours moins cher que l'inflation. Exactement, c'est vrai. En
fait. Bien sûr. Moi, si je pouvais, j'achèterais la France entière. Si j'avais pu en 2019, j'aurais acheté aussi la France entière. Tu vois, moi, j'étais entrepreneur, finalement, on avait 2 ans d'activité, alors on a acheté quand même. C'est quoi j'en connais. Mais il n'est pas trop tard. Non, non, on continue d'acheter, encore une fois. Mais c'est vrai que c'est plus difficile. Mais c'est beaucoup de contraintes. Il y a plus de contraintes et comme une situation, moi je suis pas juste salarié donc on a d'autres possibilités, mais c'est vrai que c'est plus compliqué qu'avant, on le voit. Cependant, ça reste encore hyper intéressant d'emprunter au taux actuel, tout simplement parce que ça reste moins élevé que l'inflation. Dans tous les cas, si les gens se lancent un projet, c'est pas mon argent qui travaille. Je mets un locataire dedans, il le rembourse à ma place. Bien sûr. On pourra en parler pendant des heures. Tu l'as compris. Mais c'est sûr que le marché a changé et les conditions d'octroi de crédit sont plus les mêmes. Non, c'est vrai. Qu'il y a 4 ans. Donc, raison de plus encore je pense, de se faire accompagner là-dessus. Ouais, et puis si on peut dériver, donc on a mis les petits freins, mais alors nous on est là pour lever tous ces freins, hein. Le but c'est de faire quand même. Et donc il y a en effet, comme tu dis, encore des bonnes conditions. Et le dernier petit frein qu'on essaie de lever de temps en temps, c'est le taux d'usure. Ouais. Donc si on parle de contraintes, ce fameux taux d'usure dont tout le monde a beaucoup parlé, tout le monde a crié partout. Bon. Il fallait bien entendu le revoir, ça a été revu. Alors c'est quoi le taux d'usure? C'est le taux maximum auquel le banquier a le droit de te prêter. TAEG même. Ouais, c'est le TAEG. Voilà. Donc il ne faut pas que le TAEG, exactement. Aujourd'hui, je crois, ce taux d'usure est passé à 4% sur 20 ans. C'est-à-dire que le TAEG de ton crédit sur 20 ans ne doit pas dépasser 4%. Et donc parfois, c'est un peu une contrainte, parce que ça veut dire que le banquier ne peut pas marger parfois suffisamment. Et donc sur certains projets, ils sont obligés de refuser le dossier, parce qu'ils ne peuvent pas le faire au juste prix. Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce taux d'usure, il est en fait, avant, il était calculé sur la moyenne des taux pratiqués par le marché sur les 3 derniers mois, ouais. 3 derniers mois. Sur le dernier trimestre, ouais. Et en fait, vu que les taux ont remonté, les taux du marché proposés par les banques sur le marché ont remonté beaucoup plus rapidement qu'anticipé, finalement, il n'y avait plus aucune. En effet, il y avait un décalage très fort entre le taux d'usure publié par la Banque de France et les taux du marché. Pourquoi? Parce que quand tu vas venir me voir pour avoir un crédit, c'est très long, hein, tu vas venir me voir, ça va prendre parfois plusieurs mois avant de trouver, et puis moi je vais te faire un taux. Et quand je vais t'accorder donc ton dossier, on va te l'accorder, puis ça va mettre parfois encore quelques semaines avant de même le décaisser, ou même avant de t'imprimer une offre de prêt, et puis après le décaisser. Et donc tout ce temps qui court entre le moment où tu as ton crédit et donc qui prend parfois plusieurs mois, moi j'ai des dossiers par exemple que j'ai négociés avec des banques, par exemple en décembre, et puis le crédit il est débloqué par exemple en février ou mars. Donc le taux qu'on va prendre pour faire ce calcul, on va le prendre en février ou mars, mais je l'ai négocié en décembre, 3 mois avant. Et déjà entre décembre et février, il y a eu une grande augmentation des taux. Donc la Banque de France n'était pas dans le bon timing, dans le bon tempo. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle prenait en compte des taux négociés parfois 3 mois avant. Et donc voire même 6 mois avant, puisqu'elle prenait la moyenne des 3 derniers mois. Donc du dernier trimestre. Donc le 1er janvier, quand elle publiait son taux d'usure, c'était les taux de octobre, novembre, décembre. Ouais, qui sont des produits en octobre, novembre, décembre, mais négociés encore 3 mois avant. Donc juin, juillet, août, septembre. Donc tu vois, on avait un décalage de 3 à 6 mois. Et c'était une catastrophe parce que ça veut dire que les banquiers ne pouvaient plus prêter au juste taux, voilà, au juste prix. Pour terminer sur le sujet du crédit, quand on verra sur l'immobilier, ce qu'il faut aussi comprendre, je pense, c'est que si les banques en fait ne prêtent pas, même si les taux demain sont à 4%, elles ne font pas 4% de résultats sur ce qu'elles prêtent. Non, alors c'est un sujet compliqué, ouais. Comment je tente de l'expliquer, tu me corrigeras, mais les banques sont elles-mêmes des organismes qui se financent, qui vont prendre des crédits pour reprêter cet argent à toi, Jean-Baptiste, qui achète ta résidence principale ou un investissement locatif. Et à toi, Jean-Baptiste, elles vont te donner un crédit, tu vois, alors à l'époque à 1% sur 20 ans, sauf qu'elles ne se financent pas sur les mêmes durées, elles se financent sur des durées plus courtes. Et donc effectivement, à l'époque, elles se finançaient peut-être à 0,5
Donc elle faisait 0,5, j'imagine, voilà, on va prendre des chiffres simples pour la compréhension du sujet. Elle est financée à 0,5%, mais sur une durée peut-être de 5 à 7 ans, on va dire 5 ans, voilà. Donc elles vont te prêter 100 000 euros sur 20 ans, elles vont aller emprunter aussi auprès des marchés financiers et d'autres institutions ces mêmes 100 000 euros à 0,5% sur 5 ans, et donc engranger entre guillemets le bénéfice d'écart de taux. Sauf que 5 ans plus tard, elles doivent se refinancer puisque tu n'as pas terminé de rembourser tes 100 000 euros. Et c'est là où le bas blesse, c'est que finalement, quand on est dans une dynamique d'évolution à la hausse des taux, eh bien, ces mêmes banques ont employé il y a quelques années des taux à 1%, elles vont perdre de l'argent parce qu'au bout de 5 ans, elles vont devoir aller reprendre un crédit pour emprunter ton capital restant dû, donc ça peut être plus de 100 000 euros, parce que tu vas quand même sur 5 ans rembourser une partie de ton crédit, peut-être aller 70 000 euros, il reste à financer, c'est vraiment des chiffres à la grosse. Et là, du coup, elles doivent aller chercher sur les marchés 70 000 euros qu'on leur prête cette fois-ci à 2%. Donc elles sont toujours obligées d'anticiper, de dire en fait il faut que je prête à un taux quand même plus élevé pour avoir une certaine marge dans le futur. Alors c'est une mécanique très compliquée, hein. Nous-mêmes on la maîtrise pas très bien, je t'avoue. C'est un sujet dans la banque, on appelle ça l'ALM. Personne n'est capable d'expliquer ça voilà. De manière très claire. Non, c'est assez complexe. C'est intéressant, c'est très complexe. C'est ce qu'on appelle l'ALM, Asset Liabilities Management, actif et passif. C'est la gestion de l'actif et du passif de la banque, et donc la gestion de leurs dettes et de leurs actifs. C'est très compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Les banques, quand elles te font un crédit, ne se couvrent pas. C'est-à-dire que quand elles vont te faire un crédit, en effet, à 1 ou 2%, elle-même de 100, elle-même ne va pas aller chercher ces 100 pour couvrir, en quelque sorte. Elle ne va pas aller chercher ce 100 à 0,5 et te le prêter à 1, mais elle va couvrir une masse de crédit. C'est-à-dire qu'elle va prêter, par exemple, 1 milliard. Et puis ce 1 milliard, elle va le couvrir dans son volume en entier, et elle va le couvrir sur une durée, on va dire, à peu près moyenne. Elle va se dire, vraiment je simplifie, hein, elle va dire les crédits immobiliers sont portés environ 7 ou 10 ans, donc cette masse de crédit en moyenne me génère X pour 2%, et donc et elle va être remboursée sur une durée moyenne de 7 à 8 ou 10 ans. Et donc, je vais me couvrir sur cette durée moyenne de 7, 8, 10 ans, par exemple. Et donc là, il y a plein de mécanismes, il y a plein de possibilités. Il y a en effet, les banques vont emprunter sur les marchés. Par exemple, sur des durées, en effet, comme tu as dit, de 5 ans. En ce moment, des banques comme BNP, par exemple, je crois, il n'y a pas si longtemps, a emprunté sur 5 ans à environ 3%. Il y a donc cette possibilité-là. Il y a la Banque Centrale Européenne, dont on a beaucoup parlé, qui prête à très court terme. Donc là, tous les gens se sont toujours dit, mais attends, la Banque Centrale, ils leur prêtent à taux négatif, donc attends, ils se gavent. Mais non, c'est pas comme ça. Ils ne vont pas chercher l'argent de la Banque Centrale et te le reprêter tout de suite. C'est un des mécanismes de financement court terme qu'ils peuvent avoir, mais ils ont aussi des mécanismes de financement long terme, qui est ce financement de dette, qui coûte à peu près, en effet, aujourd'hui 3%, voire un peu plus. Et puis, tu as des mécanismes aussi, alors on va rentrer encore plus dans le détail, mais c'est des couvertures de taux, donc des swaps, qu'on appelle swaps. Et aujourd'hui, tu peux aller sur Internet, tu vas voir taux swap 15 ans par exemple. Donc ça veut dire que si je te fais un crédit à taux fixe sur 15 ans, que je te fais par exemple à 2%, lui, le banquier, ce qu'il veut absolument, c'est justement ne pas avoir un taux fixe. Comme je me disais, ce taux fixe de 2%, dans 10 ans, peut-être c'est une catastrophe. Donc le banquier veut un taux variable. Et donc le banquier, quand il prend ce taux fixe, il va le redonner à quelqu'un qui va lui donner du taux variable. Donc il va échanger ce taux fixe contre un taux variable. Et donc quand il va faire cette mécanique, tu verras sur les marchés financiers, vous pouvez taper taux swap 15 ans, et tu auras le coût, tu verras, pour avoir de l'Euribor 3 mois, c'est-à-dire du taux variable sur 3 mois, et ben tu verras que ça coûte peut-être aujourd'hui 2,5%. Voilà, donc c'est pour ça que tous ces coûts aujourd'hui qui ont fortement augmenté, donc d'émettre de la dette, de couvrir des crédits, même les taux court terme, tu l'as vu, de la Banque Centrale qui ont fortement augmenté, qui sont positifs, hein, maintenant. On avait vécu dans un monde négatif et on est revenu dans un monde positif. Voilà, donc tout ça en effet a augmenté en effet le coût du refinancement de la banque. Et ça, on va pas plus expliquer, en plus on est parti dans des détails, on va perdre des gens qui vont se dire, ils nous cassent les oreilles. Et donc le coût de refinancement de la banque, d'une manière générale, a augmenté clairement.
Et donc, bien entendu, il faut qu'elle te le, qu'elle te le refacture. Et ça se reflète dans les taux qu'elle te pratique. Et donc, nous, l'indicateur qu'on prend, que tu entends souvent, c'est l'OAT 10 ans. Cet indicateur, c'est la dette de l'État français sur 10 ans. C'est-à-dire que la France aussi emprunte. Et quand la France emprunte, aujourd'hui, c'est un taux assez élevé, c'est 3,2%. La France emprunte à 3,2% sur 10 ans. Il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, c'était 0%. C'était 0. Elle empruntait même en taux négatif. Et donc, ce taux-là, tu verras, toi qui as fait aussi l'école d'ingénieur, qui aime bien peut-être les maths, tu verras, ce taux, le taux des crédits immobiliers long terme, 10, 15, 20 ans, il est fortement corrélé à ce taux-là. Puisque ce taux-là, c'est le taux qu'on appelle le taux sans risque. Normalement, si je prête à l'État français, j'estime que je prends très peu, voire pas de risque. Et donc, normalement, si je prête à quelqu'un d'autre, ça devrait être plus cher. Et donc, tu verras l'évolution des taux des crédits immobiliers sur 10, 15, 20 ans est fortement corrélée. Donc, quand tu entends à la radio, quand tu vois sur Internet des taux OAT qui montent de 0,5%, tu peux te dire que les taux des crédits immobiliers vont augmenter environ du même niveau. Donc là, ce 3,2% que je t'évoque, en effet, c'est une augmentation d'environ 0,5% sur un mois. C'est-à-dire qu'il y a un mois, il était à 2,7, je crois, quelque chose comme ça. Donc on peut anticiper là déjà une prochaine hausse de taux. Mais écoute, merci Jean-Baptiste, parce qu'effectivement, on emploie des termes barbares. Ouais, un peu trop. OAT, obligation assimilables du Trésor. Ceux qui mourraient d'envie de savoir notamment qu'est-ce que ça voulait dire cet acronyme. Cet acronyme, exactement. Merci monsieur. Les financiers aiment bien, ils aiment mieux utiliser un acronyme incompréhensible. Ouais, ça fait très compliqué. C'est compliqué, mais ça l'aide. Pour le coup, là, on peut se casser la tête pendant des heures là-dessus. Mais merci, parce que du coup, ça me permet quand même ça vous permet de resituer déjà des grands termes qu'on entend quand même assez régulièrement. Ouais. Hyper clair. Écoute, j'aimerais revenir maintenant sur l'immobilier. Toi, c'est quoi ton rapport à l'immobilier que tu as investi, tu as acheté, je suis un petit investisseur, mais tu vois, je crois personnellement, je suis comme dans le professionnel, j'ai fait des trucs tordus. Donc, j'ai tombé sur le professionnel. Voilà, non, mais même dans l'immobilier, même dans mes investissements immobiliers, j'ai fait des choses un peu compliquées. D'accord. Alors j'ai fait des choses très simples. Les trucs complexes. Oui, j'aime bien. Alors j'ai fait des choses très simples. Tu vois, j'ai acheté un petit appartement à côté de chez moi, un petit 30 mètres carrés à côté de chez moi que je fais que je loue, voilà, en location, alors en location meublée, en LMNP, en location meublée non professionnelle. Voilà. Au réel, j'espère. Au réel, bien sûr, bien entendu. et donc ça, j'ai un petit investissement que j'ai fait l'année dernière. Et puis j'ai un appartement aussi que j'ai à Levallois, en foncier classique pour le coup. Okay. Et donc ça, c'est mes deux petits investissements immobiliers traditionnels. Petit, déjà. Voilà, déjà pas mal. Voilà. Alors pas à Paris, non, le premier, le petit, il n'est pas à Paris. Il est à Bois-Colombes. J'habite à Bois-Colombes. Okay. Voilà. Donc je suis dans le 92. Et donc à côté de ça, j'ai fait moi-même des opérations un peu bizarres. J'en ai fait deux. Okay. Je fais une petite opération de marchand de biens à Bordeaux. Qui s'est très mal déroulé. Je devrais pas le dire parce que je finance ces gens-là toute la journée, donc je suis censé être un professionnel et quelqu'un d'averti qui sait ce qu'il fait. Ça s'est pas très bien passé, j'ai pas gagné d'argent, j'ai même perdu de l'argent, tu vois. Okay. Donc c'est important de le dire. Tout le monde dit qu'on gagne toujours de l'argent les marchands de biens, tout ça, mais non, c'est pas vrai. Parce que j'ai voulu, en fait, finalement, c'était pas mon projet, j'ai voulu aider quelqu'un qui était sur un projet un peu compliqué. Okay. Et je m'en suis pas très bien occupé moi-même, j'ai pas le temps. On s'occupe toujours mieux de ses clients que de soi-même. Et donc c'est un projet qui a été compliqué, on pourra en parler, j'ai quelques anecdotes dessus, je pourrais t'en parler plus en détail. Donc c'était un projet de marchand de biens que j'ai fait. C'était un immeuble? C'était un petit appartement. On a un appartement à Bordeaux, voilà, dans le beau Bordeaux, magnifique. Ouais. Et on a eu plein de problèmes de travaux notamment. Voilà. Okay. Plein de problèmes de travaux, et pourquoi ? Parce que on s'en est mal occupé, c'est un tiers qui s'en occupait, et ça s'est pas très bien passé. Il y a personne qui suivait le chantier pour toi? Pas assez. Ouais. Et c'est bien parfois d'avoir des gens, exactement, tu vois, là on peut parler peut-être de bivouac, mais moi j'ai vu ce que vous faisiez, et en effet, quand c'est pas dans ta ville, je pense que c'est important de se faire aider et accompagner, parce que tu n'as pas le temps, et tu peux passer à côté de plein de petits détails, et c'est ce qui nous est arrivé. Voilà, tu vois, je prenais le TGV pour aller à Bordeaux pour régler les problèmes et toute la catastrophe, quoi. T'as pas le temps de faire ça. Moi, j'ai arrêté de gérer mes apparts. Alors que même si t'es à côté de chez moi, en fait, parce que moi aussi. Trop marre. La dernière fois, c'était en Grèce. Effectivement, on m'appelle en plein de mes vacances pour changer de la vaisselle qui fuit.
En fait, t'as juste pas envie, quoi. T'as Ouais. juste pas envie, ou même tous les week-ends d'aller refaire les peintures, les rideaux, ou je ne sais quoi, ou voilà, c'est du temps, quoi. Ah, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps. Les travaux, c'est pire. Voilà. Et ça peut être des problèmes, d'ailleurs on parle de travaux, ça peut être des problèmes importants, graves. Et donc il faut y passer du temps, il faut être bien organisé, avoir les bons corps de métier. Et donc là-dessus, voilà, on s'est mal débrouillé. Ok. Et T'as fait trop de travaux finalement et t'as pas pu revendre avec. oh ouais, j'ai mal revendu. On a fait beaucoup Ah, beaucoup de travaux pas prévus, Ok. qui ont duré très longtemps, beaucoup plus longtemps que prévu. Ok. Et donc avec un portage financier qui m'a coûté beaucoup plus cher que prévu. Ok. Et avec un prix de revente qui n'était pas celui qu'on attendait. Voilà. Donc on a fait toutes les erreurs en fait. Ok. Et puis T'as financé ça comment avec un crédit, ouais, avec un crédit. Ok. Ouais, avec une banque. Et donc on n'est pas trop mal placé, on sait faire. Ouais. Mais tu vois, j'ai un peu honte parce que je finance des marchands de biens toute la journée et moi-même j'ai mal fait l'opération alors que je devrais quand même savoir la faire. Mais en réalité, c'est qu'on s'en est pas occupé. On s'occupe mieux de nos clients que nous-mêmes. Et donc voilà. Et puis j'ai fait un autre truc. J'ai même. Tu as l'humilité de dire que tu t'es trompé. Et en vrai, les erreurs, ça arrive à tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Même les professionnels, parce que y a des choses que parfois tu fais les choses pour la première fois et on avait beau te dire qu'il fallait faire comme ça, mais tu l'as pas écouté. Bon bah, tu te prends pas à deux fois. L'important c'est au moins de être conscient. Et maintenant fort de cet enseignement-là, j'imagine. Quand tu commences à faire des gros travaux, c'est vrai que ça peut un peu déraper. Et quand tu n'es pas sur place, quand tu ne connais pas, et ben c'est l'enfer. Et donc voilà, donc ça c'était une opération que j'ai faite qui s'est mal déroulée, mais elle est finie, et puis elle est terminée. Et j'ai prêté de l'argent sur un projet immobilier. Voilà. Donc j'ai moi-même prêté de l'argent. Alors ponctuellement, attention, parce que là je suis enregistré, parce qu'en France il y a ce qu'on appelle le monopole bancaire. Oui. Donc le monopole bancaire, c'est-à-dire que seules les banques ont le droit de prêter de l'argent, sauf si vous le faites de manière vraiment ponctuelle. Et moi je l'ai fait une fois. Okay. Et donc et c'est bien, parce que justement on parlait de confiance tout à l'heure. Ouais. Et en effet, quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est hyper stressant. Parce que tu te demandes à qui tu as affaire. Et donc on a fait cet effort donc, de prêter de l'argent. Et ça s'est finalement bien terminé. Ça s'est bien terminé, on a été remboursé et on a eu nos intérêts. Voilà. Je suis curieux. Ça, je peux pas dire. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui avait un projet immobilier, en tout cas, qui ne pouvait pas se faire. Oui, puis il ne pouvait pas se faire financer bancairement. Okay. Et donc, on a prêté sur quelques mois. Okay. Et ça s'est bien dénoué. Et on a été remboursé. Mais c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, qu'on m'a présenté. Non, je n'avais aucun lien avec cette personne. Donc, tu vois, j'ai fait même. Donc voilà, on a hyper intéressant. En tout cas, une SCI où on était, donc il avait une SCI où on a été très faiblement associés, on avait une part SCI et on a, pour prêter, on a apporté en compte courant d'associé. Donc le compte courant d'associé, c'est quoi? C'est dans une SCI, dans une société, c'est l'argent que la société doit à l'associé qui lui a prêté. Et donc on a prêté de l'argent à la SCI pour faire ce projet immobilier et une fois que le projet s'est terminé, bah, la SCI nous a rendu cet argent avec des intérêts. Voilà. Ok, bah, hyper. Un mystère, mais on va arrêter de creuser. Parce que, mais celui-là, ce projet s'est bien déroulé. J'ai été payé et voilà. Bon, alors parfois ça se déroule bien, parfois malheureusement c'est aussi des galères. C'est aussi ça la réalité d'un projet immobilier. Et c'est en partie pour ça qu'on est tous les deux à enregistrer aujourd'hui. Toi, tu as constaté, observé, entendu parler, parce que tu vois, on se présente des projets immobiliers toute la journée. Ne me dis pas que tu n'as pas eu déjà les galères dans les financements, bien sûr, mais des galères dans les travaux. On n'a que des galères. Tu traites que des galères, en plus tu aimes les choses compliquées. Alors, je suis sûr que tu en as des tonnes. Des tonnes. Est-ce que tu as des belles galères que tu as envie de nous raconter sur les projets immobiliers que tu as vu passer? J'ai des galères, on va dire, usuelles. Moi j'ai peut-être parlé du financement. Dans les galères usuelles qu'on voit, où vraiment, moi, je demande à mes courtiers de faire très attention, c'est, j'en parlais tout à l'heure, la condition suspensive de financement. Ça peut être vraiment une galère. Parce que, et surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand même, le marché est un peu plus difficile. Donc, si tu ne respectes pas, si tu sors du compromis, le vendeur va être un peu plus, peut-être un peu moins sympathique et donc va essayer peut-être de garder ton dépôt de garantie. Et donc, il faut faire très attention à ça. Parce que votre garantie, c'est que dans pas tous les compromis, mais non, c'est vrai. Parfois, très souvent même, l'acquéreur est obligé de déposer une partie du prix d'achat sur le compte du notaire. Oui. Ça ne va pas directement dans la poche du vendeur. Voilà. Au moment où il signe le compromis, ça va dans l'objectif
l'objectif de l'engager, quoi. Exactement. Tu signes pas un compromis comme ça sur un coup de tête. Exactement. Et donc, dans ces conditions suspensives d'obtention d'un financement, il faut préciser combien on va emprunter, à quel taux maximum et sur quelle durée. Et donc, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? C'est que quand on a défini en quelque sorte les règles du jeu, il faut les respecter. Et donc, il y a des gens qui disent je vais emprunter, par exemple, je vais acheter un appartement à 400 000 euros, je vais emprunter 300 000, et par contre, j'aimerais bien emprunter sur une durée minimum de 20 ans ou 15 ans, ou allez, sur 20 ans, on va dire, minimum 20 ans, un taux maximum de 3,5%. Voilà. Donc, une fois qu'on a posé ces règles et qu'on va faire une demande à la banque, il faut que la demande qui était faite à la banque respecte ce qui était marqué dans le compromis. C'est très important. Si tu as fait une demande au banquier de 400 000 euros alors que tu avais dit que tu voulais un financement de 300 000 euros, on pourrait te dire, oui, mais attends, toi tu as eu un refus, mais tu as eu un refus parce que tu as demandé 400 000 euros. Donc, tu n'as pas respecté les conditions suspensives, donc je n'accepte pas que tu récupères le dépôt de garantie. On peut se retrouver dans un contentieux. Ouais, c'est hyper important. Donc c'est très important, et nous, qu'est-ce qui est très important pour nous, c'est quand il y a cette condition suspensive qui est rédigée, on fait très attention aussi quand le client nous mandate, il nous demande aussi un montant, une durée, un taux, il a un besoin qu'il nous donne, et on fait très attention à ce que ce besoin reflète également le compromis. Parce que s'il a signé toujours pareil, le compromis à 400 000 euros avec 300 000 euros de crédit sur 20 ans à 3,5%, et que lui, il me mandate, et dans le mandat, il me dit je veux emprunter pas 300 000 mais 400 000 sur 25 ans à 3%, et mon mandat, il n'est pas en adéquation avec le compromis. Alors moi, c'est pas grave, c'est lui qui m'aura mandaté et je fais ce que me demande mon client, mais le mandat, malheureusement, cette demande que je vais faire ne respectera pas le compromis. Donc ça, c'est grave. Et on a eu quelques galères. Ouais, parce que du coup, tu as des acquéreurs qui n'ont pas retrouvé leur dépôt de garantie. Alors non, je dois avouer qu'on n'a jamais été dans ce cas-là. On arrive toujours à le récupérer. Parce que quand même le code de la consommation protège fortement le consommateur. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi, attention, je n'ai pas dit ça. Mais voilà, on a eu des cas où les clients avaient fait une demande qui n'était pas en adéquation. Alors, il a refait une demande derrière et puis le vendeur était compréhensif, mais c'était pas nickel. Moi, mais là-dessus, c'est les conditions suspensives, le financement, effectivement, je peux encore à 100%, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est une raison pour laquelle j'ai oublié, mais ça me revient. Effectivement, nous, on demande systématiquement, tu vois, quand c'est notre client qui remplit un formulaire, quand on fait vraiment l'offre d'achat. Ouais. Dès l'offre d'achat, en fait, on renseigne cette clause de conditions suspensives. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire rencontrer à nos clients, leurs banquiers ou nos courtiers partenaires, tu vois, en amont, pour vraiment valider cette ligne-là, parce que c'est ce qui va être repris dans le compromis, tu vois, et on s'assure qu'on a vraiment une concordance entre le montant, la durée et le taux qu'on met dedans. Et oui, il y a plein de galères liées à cette fameuse suspensive, parce que moi j'ai déjà eu, même sur ce podcast-là, quelqu'un, je vous invite à écouter l'épisode avec Jérémy Labbé, où il m'a fait part d'une de ses galères perso, où lui il a galéré jusqu'au dernier jour pour obtenir une banque qui lui refusait son crédit. Alors voilà, c'est pour ça que je t'avais parlé de galère, t'as raison, c'est que ça va te paraître dingue, mais parfois on galère à obtenir des refus. Donc les banques parfois ne veulent pas nous délivrer le refus. T'es pas le premier, tu vois, mais je me surprends plus, mais c'est impensable. Ouais, c'est incroyable. Ils disent non, on n'a pas étudié le dossier, mais soit il est accepté, soit il est refusé. C'est blanc ou noir, ça ne peut pas être gris. Et donc là, en effet, c'est une vraie galère. Ça peut être une vraie galère, et on l'a de temps en temps, jusqu'à la dernière minute, on appelle, on court partout, on dit au banquier, mais si je te l'ai envoyé comme ça, s'il te plaît, il faut que tu produises un refus, sinon le client ne pourra pas se retirer. Or, c'est vrai, tu as refusé. Donc là, parfois on souffre un peu sur ce côté. On essaie bien entendu, il ne faut surtout pas faire de refus de complaisance. C'est ce dont ont peur les banquiers, c'est de faire des refus de complaisance à des gens qui veulent se refuser de manière malhonnête du compromis. Mais même parfois, sans le refus de complaisance, alors un vrai refus qui correspond vraiment à la réalité, on a parfois du mal. Et là, c'est le stress un peu de dernière minute. Jérémy, la personne que j'ai interviewée sur un autre épisode, m'a confié avoir fini par se présenter à l'ouverture de la banque et limite faire grève de la faim dans l'agence et refuser de partir sans avoir obtenu cette lettre. Ils ont fini par lui octroyer, mais à quel prix quoi? À quel prix? Quelle énergie? Ça a été un temps fou. Donc nous, ce qu'on fait d'ailleurs dans notre outil maintenant, ce fameux outil qu'on développe, il y a des alertes pour notre client et on lui envoie des mails, on rentre la date de la condition suspensive et on lui envoie des emails. Alors c'est automatique, mais au moins il est alerté. Attention, la condition suspensive se termine dans une semaine. Appelez vite votre courtier pour valider qu'est-ce qu'on fait, où on en est, est-ce que le courtier vraiment est bien avancé. Et donc on essaie d'anticiper ce problème. Voilà.
Et puis après, dans les galères, on a des galères aussi chez les non-résidents. Alors, les non-résidents, c'est beaucoup plus compliqué, en plus tout est à distance. Et Laure me parlait d'une galère récemment. Alors Laure, c'est celle qui s'occupe, Laure Lewis, elle s'occupe de la clientèle non-résidente chez nous. Et voilà, et Laure, elle est incroyable, elle connaît ça par cœur. Et donc elle me disait, ouais, c'est une galère parce que j'ai eu des clients qui n'ont pas déclaré leur revenu foncier en France. Donc ils ont un appartement en France, ils habitent par exemple au Royaume-Uni ou en Suisse, et puis ils ont acheté un appartement qu'ils ont loué, mais pensant qu'ils habitaient à l'étranger, ils se sont dit, j'ai pas besoin de déclarer les revenus fonciers. Et donc on se retrouve avec un client qui n'a pas déclaré ses revenus fonciers, qui a signé bien sûr le compromis. Nous on pensait que tout était bon, et puis on se retrouve malheureusement avec un banquier qui dit bah non, attends, moi je peux pas te financer ton client, il n'a pas déclaré ses revenus fonciers en France. Ouais, parce que du coup, il n'accepte pas de financer parce que ce client-là il a un autre crédit pour un autre projet. Alors il n'accepte pas parce que ça va te paraître dingue, mais le banquier ne voudra pas financer un client qui n'est pas dans la loi, qui ne respecte pas la loi. Et donc, pas dingue, ça va. Non, bon, ça va. Ça fait sens. Ça fait sens. Quand on sait que le banquier, quand on connaît un peu les banquiers, et on pique beaucoup à ceux qui nous écoutent, on adore, venez nous parler. Ah, nous, c'est nos partenaires, mais bien sûr, on s'entend très bien avec eux. On comprend que leur métier de base, moi je comprends parfaitement le métier de la banque, c'est quand même de réduire son risque. Ouais, bien sûr. On prête de l'argent, on nous donne une relation de confiance. Moi, je serais banquier, je ferais la même chose. Voilà. Mais parfois, c'est vraiment un oubli de leur part. C'est vivant à l'étranger, ils se sont dit, bah non, moi je suis à l'étranger, pas besoin. Bon, énorme erreur. Donc là, il faut régulariser. Donc tu fais une régularisation auprès du service des impôts dédié aux non-résidents, qui est à Noisy-le-Grand, je crois, ou Noisy-le-Sec, je ne sais plus. Et donc ça prend du temps. Ça peut prendre 2-3 mois. Donc tu vois, toi qui fais de l'immobilier, hein, qui est sur des transactions immobilières toute la journée, 3 mois dans une transaction immobilière, c'est très compliqué. Donc on s'est retrouvé avec des clients plantés, voilà, en face, qui veut vendre, dossier bloqué à cause de ça. Catastrophe. Ouais. Ça fait écho à un autre épisode que j'ai enregistré pas plus tard qu'hier avec Christophe Duprat de chez Clower, où effectivement, si vous êtes dans cette cas-là, vous écoutez, vous avez peut-être j'ai peut-être oublié de ne pas déclarer tel et tel revenu. C'est possible, effectivement, on a discuté. Ouais, de faire une régule, ouais. Il y a une régulation, on peut commencer en ligne à le faire et ça prend du temps. C'est les seules contraintes, mais on peut même ne pas payer de pénalité. Je crois que c'est sur les 2 dernières années. Si on a oublié ça sur uniquement les 2 dernières années, on peut ne pas payer de pénalité. Donc voilà, c'est une galère. Et puis après, je peux revenir sur ma galère. Allez, marchand bien. Ah, tu veux nous en dire plus? Ah, d'accord. Pourquoi ça a planté? Et donc, une des raisons aussi, on a fait pas une erreur, on n'a pas eu de chance. C'est que quand tu fais des gros travaux, donc tu vas par exemple casser un mur porteur, tu vas très souvent devoir obtenir une dommage d'ouvrage. C'est une assurance dommage d'ouvrage. Alors c'est quoi une assurance dommage d'ouvrage? Si, imaginons, malheureusement, suite à ces travaux, il y a un grave problème, il ne faut pas que tu te retrouves dans une situation où toi, tu dois avancer l'argent et ensuite appeler les décennales des sociétés qui ont fait les travaux. Et donc la dommage d'ouvrage, c'est quoi? C'est que l'assureur va payer pour toi et lui va se retourner contre les décennales, va se retourner vers les décennales, des autres assurances, des artisans qui vont voilà, et ils vont gérer ça entre assureurs et tu n'auras pas à payer. Donc ça peut être des sommes parfois très importantes. Voilà. Donc moi je recommande fortement, même à des particuliers qui font des travaux importants, notamment dès qu'on touche à de la structure, dommage d'ouvrage. Prendre une assurance dommage d'ouvrage. Ouais, toujours. Ça c'est vraiment une recours. Ouais. Et quand tu es professionnel, c'est obligatoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas revendre le bien immobilier et tu ne peux pas le louer si tu n'as pas cette dommage d'ouvrage. Et donc ça a été très dur. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que on n'a pas eu de bol. La société qui a fait les travaux, alors on s'y est pris trop tard pour aller l'obtenir, parce que toujours pareil, tu es au boulot, tu n'as pas le temps, et tu t'en es occupé toi-même alors que tu aurais dû déléguer à quelqu'un. Et donc on s'y est pris un peu trop tard, et cette société avait une décennale dont l'assureur a fait défaut, a fait faillite. Ah, c'est l'assureur qui a fait défaut? Oui, alors donc là, ouais, il y a eu un gros sujet récemment parce que on va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a eu des assurances à Malte, dans des pays comme ça, qui n'étaient pas chères et que certaines sociétés ont prises, mais ces sociétés ne valaient rien. Et donc le problème, c'est que quand tu demandes une dommage d'ouvrage, eh ben, l'assureur qui te octroie cette dommage d'ouvrage va regarder bien entendu les travaux que tu fais et puis va analyser les décennales des sociétés qui font les travaux. Et là, on s'est retrouvé avec beaucoup d'assureurs
qui ne voulaient pas octroyer cette dommage d'ouvrage à cause de ça. Voilà. Donc on a fini par trouver, mais ça a été un stress, je peux te dire, terrible. On a même arrêté un moment le chantier, et le temps de trouver tout ça. Et donc ça nous a pris des mois et des mois. Donc quand tu as des mois et des mois de retard, et que tu as le portage financier aussi, hein, tu dois payer ton crédit, c'était pas prévu du tout. Et puis en plus c'est beaucoup de stress. Ouais. C'est beaucoup de stress. Voilà. Galère. Donc les travaux, vraiment, hein, les travaux c'est un truc vraiment qui peut être très compliqué, très vite très compliqué. Et on ne se rend pas compte parfois de l'implication que ça peut avoir. Voilà. Donc ça c'était une galère perso. Merci de nous avoir fait part de manière totalement transparente. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que moi, mon métier, toute la journée, tous les marchands, est-ce que tu as ta déo ? Et je le fais depuis toujours. Ouais. Donc je parle de la déo toute la journée. Et moi, comme un imbécile, tu vois, je me suis fait avoir sur la déo. Est-ce que les coordonnées sont les mêmes choses ? Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, Jean-Baptiste, merci pour ce partage vraiment sur cette expertise que vous avez accumulée quand même. J'aurais aimé encore creuser davantage sur tous ces termes, ces acronymes compliqués. Je crois qu'on a un ou deux sujets qui t'ont marqué là, et on va en reparler, je pense. Il y a des sujets, je crois, de marque blanche, de graisse, de... J'ai noté 2-3 trucs sur lesquels il va falloir qu'on rediscute. On rediscute très prochainement, Jean-Baptiste. Merci vraiment d'avoir encore partagé tout ça avec nous. Merci à toi. Avant de se lâcher, j'ai quand même les 5 petites questions de la fin. Vas-y. Que je ne connais pas, hein. C'est une surprise. Exactement, c'est une surprise, ne t'inquiète, rien de très déstabilisant. On parle d'achat immobilier ici, là, toi, t'es plutôt Lille ou Marseille ? Plutôt Lille ou Marseille ? Marseille. Marseille ? Ouais. Soleil ? Ouais, plutôt Soleil. Ok. Confiance, il y a peu de gens qui me disent Lille. Pourtant, il paraît que c'est super sympa. Ah ouais, non, mais super sympa. Ouais. T'es jamais allé ? Non, jamais. Oh, si, j'y suis passé, c'est pas vrai, j'y suis allé, mais pas assez longuement pour bien connaître. Ouais, non, c'est hyper sympa, Lille. Ouais, c'est hyper sympa. Il paraît. Mais bon, alors, hormis pour l'OM, les fanatiques qui nous écoutent, c'est vrai que Marseille, je suis un peu sous le charme. Plutôt studio ou colocation ? Colocation. Colocation ? Ouais. Ok. Côté, tu vois, comme je te disais, j'aime bien discuter, j'aime bien parler, c'est sympa. Ouais, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas avec toi. On aurait pu parler encore pendant 2 heures. D'accord. T'as vécu en colocation ? Ouais, j'ai vécu en coloc, ouais. Ok. J'ai vécu à Paris en coloc au tout début, mes premières années de travail. Ah ouais, Ouais. trop bien. Voilà, Ok. j'ai bien rigolé. Bon, est-ce que tu faisais un investissement demain, à refaire un projet, tu ferais une coloc ? Écoute, je sais pas, je vois qu'en effet des gens font ça, investissent et mettent des colocs. Ouais, pourquoi pas ? Ok. Pourquoi pas ? Bon. Aucun problème par rapport à ça. Et tu irais parler à tes locataires avant de journée ? Non, tu sais, maintenant j'ai bien compris, tu sais, je me fais accompagner. Ah, très bien. T'as des bons réflexes. Plutôt quartier périphérique, barre d'immeuble, méga rendement ou baie de pierre, hyper cher mais hyper bien placé ? Ah, c'est difficile, c'est difficile. Moi, j'aurais envie, moi personnellement, BPR bien placé. Pour toi, tu veux dire pour vivre ? Ouais, pour moi, pas bien sûr, mais pour du locatif, et tu en parlais tout à l'heure, tu disais, les gens quand même font attention à ça, aiment bien acheter un beau bien. Ouais. Et je suis un peu comme ça, Ouais. mais après, quand je fais mon calcul, je me retrouve plutôt derrière le périph', quoi. Tu me disais que tu étais quand même un temps un ingénieur quand même, mais tu m'as quand même assez porté sur les maths, la rentabilité, etc. Donc on l'a compris, tu es plutôt quartier périphérique, barre d'immeuble, méga rendement. Ok, Jean-Baptiste. L'avant-dernière, si on remontait à quelques années, le jour où tu as mis les pieds pour la première fois dans l'immobilier, avant ce projet de marchand bien, où tu as acheté même ce premier appart, un conseil, donc, outre le fait de prendre une assurance dommage d'ouvrage, voilà, dans un projet de marchand bien, c'était un autre. Un conseil que j'ai envie de me donner si je pars dans un projet immobilier, c'est ça Je partais. Écoute, alors si je le fais à distance, si je le fais pas à Paris, donc moi je suis à Paris, je suis en banlieue parisienne, je peux m'en occuper un peu moi-même, mais dans tous les cas je passe par les agents. Mais en tout cas, si je le fais en région, je ferai jamais tout seul. Alors c'est pas du tout pour te jeter des fleurs, hein, pas du tout, mais je pense que des sociétés comme vous, voilà. Non mais je passerai vraiment par, j'utiliserai des services comme vous, et j'ai compris vraiment que j'ai pas envie de faire l'aller-retour en train tous les jours. Donc en effet, je ferai quand même attention à pas me lancer, soit à me lancer dans un projet près de chez moi,
Et si je me lance pas dans un projet près de chez moi, vraiment à le déléguer à 100%. Ok. Et m'en occuper le moins possible. Très clair. Bon, c'est lui qui le dit, un peu moins. Mais bien sûr, je suis de ton avis. Ok. Donc je connais pas, tu vois. J'ai croisé quelqu'un de Bivouac qui est sur la Bretagne, qui me parlait du marché breton. Moi j'adore la Bretagne, mais je connais pas le marché immobilier en Bretagne. Donc si je dois acheter en Bretagne, je peux dire c'est sûr que je passerai par cette personne. Tu sais où me trouver maintenant. Trop cool. Et puis alors la dernière pour la fin. Là, si tout de suite là, je te donnais 10 millions d'euros pour acheter n'importe quoi, mais de l'immobilier, qu'est-ce que tu fais? T'achètes quoi? Où ça? Et pourquoi? Bah déjà, je pense que je partirai encore sur un projet plutôt court terme. D'accord. Du marchand? Ouais, voilà, du marchand. Et pourquoi pas du tout pour la plus-value, mais plus pour l'aspect projet. Okay. Donc trouver un projet où vraiment, tu vois, il y a peut-être un immeuble à transformer, changer une affectation, encore faire des travaux, mais maintenant je... Complexe. Exactement, voilà. Non mais c'est le côté complexe et projet. Tu vois, j'aimerais bien que ça soit un projet où au début, bah, tu as un truc vraiment... pas pourri, mais... tu vas valoriser quelque chose. Ouais, voilà. Et à la fin, tu vois, tu as fait un bel immeuble, un beau truc, tu as changé complètement l'affectation du bien. C'était peut-être des bureaux, tu les as transformés en hôtel. Et donc faire un truc vraiment où à la fin, tu es content de ce que tu as réalisé. Bien entendu, tu fais une plus-value, quand même, t'espères. Mais si j'avais autant d'argent et que je devais faire l'immobilier, j'irais plus vers ce scénario de revaloriser l'immobilier en faisant des travaux, en faisant quelque chose, ouais, en étant très actif dans le projet. Ouais. Ok. Alors, un truc à la montagne, tu parlais de... Ben pourquoi pas, tu vois, en me le disant, mais je me dis, mais oui, c'est évident, il a raison. À la montagne, pourquoi pas à la montagne, ouais, bien sûr. Si on a encore de la chance d'avoir de la neige demain, peut-être qu'il y a des opérations à faire. Ouais, et puis tu sais, il y a des endroits même où il n'y a pas de neige parfois et qui sont très sympas, qui sont magnifiques. Bien sûr. La montagne, c'est pas que l'hiver. Non, exactement. Plein d'autres trucs. Moi, j'adore la Clusaz, tu vois. Je passe beaucoup de temps à la Clusaz et même quand il n'y a pas de neige, c'est superbe. Au Grand Banc. Ah, c'est la, oulala, c'est la rivalité, ça. La guerre de clochers, ça. Ouais, loin, mais c'est magnifique à Clusaz, avec ce coin-là. Le Grand Bordeaux aussi. Super. Trop cool. J'espère qu'il neigera. Pas de pluie. J'espère. Il a plu un petit peu là. Là, il y a plus un peu. C'est super beau, mais c'est un peu bas. Ouais. D'habitude, il y a beaucoup de neige. Ouais. Et parce qu'on n'est pas loin dans les Arabies, pas loin de la chaîne du Mont Blanc. Donc, voilà, il y a un peu d'accumulation. Bon, en effet, ça monte pas très haut. Mais ça monte pas très haut. Point culminant, je crois, c'est 2700 mètres, tu vois, la bonne percée, je crois. C'est ça. Quand il fait chaud, ben, il pleut. Ouais. Bon, mais merci Jean-Baptiste, trop cool d'avoir. Eh ben, un grand merci pour cette invitation, super sympa. Avec toi, c'était très cool. On a appris plein de trucs. Mais il y a plein de sujets qu'on a encore envie de creuser. On aura l'occasion Quand tu veux reparler très très prochainement. Avant de se lâcher, où est-ce qu'on te contacte, où est-ce qu'on vous trouve Alors, on a un site, bien sûr, cartefinancement.com. Okay. Et puis sinon, même mon email à moi, jbmonie@cartefinancement.com. jbmonie, @cartefinancement.com. Exactement, on est très près de nos clients, tu vois. Trop bien. Moi, j'aime bien qu'ils me contactent, il n'y a pas de problème. Si c'est pas moi qui m'en occupe, je transmettrai à la bonne personne chez moi. Ouais, génial. Attention à l'avalanche. Trop cool. Et ben écoute, j'ai super apprécié cet échange. Et moi aussi, merci. À À très bientôt. À très bientôt. Voilà. Super. Salut. Salut, à plus. Ciao.